Oui, si vous voulez déjà prendre place, vous pouvez vous installer sur les fauteuils. Et à distance, vous voyez bien aussi le support, c'est parfait. Ma souris. Voilà. Eh bien, bienvenue à cet atelier dédié vraiment aux collectivités territoriales sur le montage juridique et financier des projets. Alors, je me présente, moi, je suis donc Yann-Éric Serlander, je suis responsable des relations avec les territoires chez France Hydrogène dans l'équipe des permanents. Donc, je suis basé à Paris. Et donc, comme ma fonction l'indique, justement, je suis en charge des relations avec les territoires et donc les collectivités. Par ailleurs, j'anime aussi nos délégations régionales au sein de France Hydrogène. Donc, nous avons un très beau panel d'intervenants en partie à distance. On a là aussi à nouveau fait un peu les frais notamment de la grève SNCF. Mais bon, la technique a l'air de bien fonctionner. Donc, nous allons avoir en introduction Charles-Antoine Gauthier, qui est directeur adjoint pour l'énergie et les autres infrastructures en réseau à la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, la FNCCR. Donc, qui est à distance, qui est allé à la gare Saint-Lazare ce matin, il n'y avait pas de train, donc il est retourné à la FNCCR. Mais donc voilà, ça a très bien marché comme ça. Donc ensuite, nous aurons Valérie Louvel, donc vice-présidente en charge de la transition et de l'adaptation au changement climatique au conseil départemental de la Manche. Ensuite, nous aurons donc Fabienne Lagarde, donc vice-présidente déléguée à l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation à Le Mans Métropole, qui est venue aussi avec ses collègues, collaborateurs, experts de la métropole. Ensuite, nous aurons donc là à nouveau une intervention à distance de François Chalet, donc, qui est chargé de mission hydrogène au syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée, le CIDEV. Bonjour. Et, bonjour François, et donc pour conclure, Marie Attino, donc vous êtes vice-présidente en charge des transitions et innovations écologiques à la métropole Rouen-Normandie. Voilà, écoutez, sans plus tarder, on va donc passer la parole. Peut-être. Oui. Vous êtes Yann-Éric, je pensais que comme on est peu nombreux, est-ce que ça tombe sur un rapide tour de table? Non, on puisse. Qui est dans la salle. Plus un petit peu aussi par rapport à ces questions de montage, identifier plus aux attentes, comme on est en atelier, le but c'est qu'on ait des éléments concrets, donc peut-être nous dire un petit peu plus qui vous êtes, et comme ça on pourra mieux rebondir sur vos besoins par rapport au montage. Peut-être première question un peu à main levée, qui représente une collectivité? Voilà, ça c'est super, c'était quand même à nous que ça s'adressait. Et donc à ce moment-là, effectivement, pendant que je passe l'image de Charles-Antoine Gauthier, la FNCCR, qui fait un très rapide tour de table, vraiment juste votre structure, votre nom et votre structure, parce que sinon on va peut-être manquer de temps quand même. Bonjour, Xavier Sauge. Je suis le président de la société Hydrogène, qui est un cabinet d'études et conseils. Et donc, on accompagne nos clients, que ce soit des industriels ou des collectivités, sur des montages, des appels à projets de l'ADN, des études d'opportunité, des études de faisabilité. Bonjour, Pierre Guyard, directeur des relations institutionnelles à Solutions. Et nous, on a déjà de nombreuses expériences avec vous, et avec Robert Montal, avec l'Occitanie, sur ces montages publics-privés pour développer ces projets intéressants de l'Europe. Bonjour, Emmanuel Jomard, je suis chargé de mission développement économique pour l'agglomération de l'Océan. Jean-Yves Martin-Lévy, bord des territoires, caisse des dépôts, et je suis responsable de la transition énergétique et écologique en direction régionale de Normandie. Bonjour, Natacha Xélandry, métropole de Rouen. Je travaille au sein du service stratégique de la transition énergétique. Bonjour, Julienne Beau, chargée de projet de transition énergétique à l'agglomération Céline. Bonjour, Marlène Jacquet, junior optimisé développeur en projet chez MJ.
Bonjour, Valérie Bouillon-Delport, directrice écosystème Michelin, première vice-présidente de France Hydrogène. Bonjour, Nadia Madame, chef du carré de l'Orient chez Valorem. Bonjour, Julien Chauvet, consultant et entrepreneur qui accompagne des entreprises réalisateurs pour le projet hydrogène et j'ai auparavant dans une vie développé la sécurité des systèmes. Bonjour, Paul Sandrock, chargé de mission en relations institutionnelles chez MTX Solutions. Bonjour, Simon Bulot, chargé de mission en relations institutionnelles chez France Hydrogène. Bonjour, Wilfried Blanville, de la Normandie, chargé de mission qualité de l'air et sur les permis. Bonjour, Mathieu Lotte, directeur environnement, comité de commune de Deauville. Bonjour, Margot Guichard, spécialiste de l'énergie, chef de projet carbone hydrogène. Bonjour, Valérie Domé, chargée de mission développement économique sur les filières de l'énergie à la DRETS de Normandie. Et un travail de produit de l'hydrogène. Bonjour, Antoine Cosette, comité de commune Sud-Ouest, proximité d'Amiens, on porte un projet d'hydrogène. Bonjour, Nicolas Atta, lead engineer chef de projet sur l'Institut. Bonjour, Yves Poirot, chef de projet chez Attaway, constructeur de stations. Bonjour, Stéphanie Pexan, communication France Hydrogène. Bonjour, Thomas Volpard, en charge du développement de la clientéliste de bureau d'études de Suez en Portugal. Bonjour, Thomas Berthaud, donc chargé de mission hydrogène à l'ADEME Île-de-France, Hauts-de-France et Centre-Val de Loire. Bonjour, Alain Campois, donc en charge du développement hydrogène chez NGRE et partenaire de collectivités territoriales pour mettre en place des sociétés de projet en vue de développer des écosystèmes. Bonjour, Carole Couer, chef de projet hydrogène pour le département du Tarn. Bonjour, Éric Turchi, chargée de relations extérieures pour Trifil, syndicaliste de valorisation des déchets en État. Bonjour, Pascal Gros-Dubois, directrice de développement économique, c'est Normandie Agglomération. On accompagne des partenaires dans la réponse à un appel à projet PIA 4, compétences en métiers d'avenir aujourd'hui. Bonjour, Hervé Rio, région du Pays de la Loire, qui charge du projet hydrogène pour la région. Bonjour, Laurence Chouzy, Le Mans Métropole, directrice du service énergie-climat. Bonjour, Cyril Anton-Berger, responsable chargé de mission hydrogène pour Le Mans Métropole. Merci, effectivement, aussi un beau panel de participants, c'est parfait. Écoutez, sans plus tarder, je propose donc de donner la parole à Charles-Antoine Gauthier de la FNCCR qui est avec nous à distance. Donc, je vais basculer la fenêtre Teams pour que vous le voyez bien. Charles-Antoine, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation et désolé de ne pas être présent avec vous, mais les transports ne fonctionnaient pas ce matin avec la grève. Pour représenter un petit peu la FNCCR, nous sommes une fédération de collectivités, uniquement des collectivités publiques. Nous regroupons de la commune à l'intercommunalité et aux métropoles et grands syndicats d'énergie, comme le CIDEV qui est présent ici dans cette table ronde, avec des autorités organisatrices de la distribution d'énergie. Alors, nous sommes intéressés à plusieurs titres par l'hydrogène, notamment du fait de la décarbonation de la mobilité, puisque la compétence est dévolue dans le cadre du Code général des collectivités territoriales, au L22 24 37, où au départ, on n'avait que la mobilité électrique, et on a fortement milité au sein de notre fédération pour l'étendre au GNV et à l'hydrogène. Donc ça, c'est le premier niveau. Nos collectivités sont également engagées dans le développement des infrastructures, alors de recharge pour véhicules électriques, mais pas que, avec le développement de stations multi-énergie. Et donc, on s'est engagé dès le départ dans ce sujet-là, notamment avec Mobilité Hydrogène France et la FIPAC au départ. Et je salue ici la présence de Valérie Bouillon-Delport et de Stéphanie Pexan, avec qui nous avons travaillé un premier dossier pour justement donner une sorte de guide pratique aux collectivités pour déployer leurs stations de
de recharge sur l'hydrogène. Un guide qui est encore assez lu. Alors, je ne sais pas si vous le voyez ici, mais il est Flouté par l'arrière-plan flouté, mais on a l'esprit. voilà, donc c'est un guide sur lequel on peut s'appuyer encore aujourd'hui, mais qu'on souhaite remettre à jour. Et on a l'intention et l'ambition de le faire avec France Hydrogène pour justement redonner des pistes technico-économiques sur la mise en place de dispositifs. Alors notre fédération, au-delà d'être autorité organisatrice, soit de la mobilité, soit de la distribution d'énergie, elle est aussi engagée dans la mise en place de sociétés d'économie mixte. Donc ces fameuses SEM permettent de développer des énergies renouvelables et on pense que le mix énergétique actuel doit s'engager fortement vers le renouvelable et d'autant plus en ce moment avec les problèmes géopolitiques qu'on connaît. Et on pense que le vecteur hydrogène va à moyen terme devenir quand même assez intéressant, d'une part pour la mobilité, mais également pour le stockage, vis-à-vis notamment des énergies renouvelables qui sont intermittentes. On trouve à ce titre aussi des engagements des collectivités ultramarines qui s'engagent notamment dans les sites un peu isolés. Je pense notamment à l'île de la Réunion qui a développé une infrastructure de stockage d'hydrogène avec des panneaux photovoltaïques et qui permet d'alimenter un cirque de Mafat, donc avec une vingtaine d'habitations et de gîtes dans les montagnes. Et ce type de développement nous semble assez intéressant également sur les territoires insulaires. Dans les différentes régions, on note également des forts engagements, notamment dans le cadre des appels à projets de l'ADEME et des lauréats qui ont pu avoir lieu sous l'ancien gouvernement, dont certains autour de la table, le CIDEV, qui en fait partie. On a noté également une forte volonté des élus avec la mise en place d'un club. Je pense que Madame Valérie Nouvel en parlera tout à l'heure, le fameux club des élus sur l'hydrogène, dont l'ancien président Alain Leboeuf du CIDEV, maintenant président du conseil départemental de la Vendée, a fait partie et a soutenu la démarche au sein de notre fédération. Nous avons également au sein de notre fédération une commission dédiée d'élus qui s'engagent sur ce sujet-là, dont le président est justement le maire de Chinon, Jean-Luc Dupont, est accompagné en vice-présidence de l'actuel président du CIDEV, Laurent Favreau, sur lequel on a effectivement des engagements forts dont certainement va parler le CIDEV dans quelques instants. Voilà, donc on est très fortement engagé sur ces sujets-là. Nous, il y a un sujet sur lequel on porte une grande vigilance. C'est à l'heure actuelle, vous savez qu'il y a les fameux schémas directeurs des IRVE, des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, qui se met en place sur la base d'un texte réglementaire qui date de mai 2021. Dans ce texte-là, on ne vise que la mobilité électrique et on souhaite, nous, l'étendre justement aux autres mobilités décarbonées, notamment le GNV et aussi l'hydrogène, et donc aller sur des stations multi-énergie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est fortement incité les collectivités dans le cadre de la mise en place de PCAET, par exemple, où le A représente l'air et donc la qualité de l'air à travers la mobilité décarbonée. Il y a une incitation des collectivités à modifier leur flotte de véhicules et j'ai entendu dans la salle, je crois, la collectivité d'Auxerre qui s'est engagée fortement dessus et il y a certainement d'autres collectivités présentes dans la salle qui sont déjà dans cet esprit d'aller dans la mobilité décarbonée avec des bus hydrogène ou autres. Et donc là aussi, il y a un calendrier qui est relativement serré. Et puis, on a aussi en ligne de mire les JO 2024, notamment sur la partie Île-de-France et dans les différents sites qui seront impactés par les événements sportifs, où il y a une grosse volonté et de l'État et des collectivités et de l'engagement de tous pour aller vers un accompagnement de mobilité décarbonée pour les équipes, mais aussi pour les participants à ces événements. Et donc là aussi, il va falloir se mobiliser fortement pour développer ces infrastructures sur la mobilité décarbonée. Voilà, Yann-Éric, je ne sais pas s'il y a d'autres questions que tu voulais me poser. C'est parfait. Pour ma part, non. Merci beaucoup d'avoir pu te connecter, mais on peut prendre une ou deux questions dans la salle, s'il y en a, pour Gauthier.
pas de questions pour l'instant. Alors, est-ce que vous allez pouvoir rester connecté avec nous pendant l'atelier? Voilà. Oui, oui, pas de souci. Possible d'en poser. Eh bien, merci beaucoup, Charles-Antoine. Et donc, je propose qu'on poursuive donc, avec Valérie Nouvelle. Alors, je vais juste déplacer l'écran en essayant de ne pas le fermer. Hop. Voilà. Voilà, c'est à vous, Valérie. Oui, merci. Ce que je voulais surtout ce matin, donc au département de la Manche, donc moi je suis vice-présidente en charge des transitions énergétiques, puis je gère en fait les routes, les ports, les aéroports, le patrimoine bâti et l'environnement. Donc c'est un portefeuille complet. Et en fait, je suis ce qu'on appelle la commission, en fait, la commande publique du département. Donc c'est une commission qui n'existe pas dans tous les départements, mais je vous dire pourquoi je vous parle de ça. Il y a toujours des commissions d'appel d'offres dans les collectivités. Et la commission de la commande publique, il y en a dans certaines collectivités, notamment le département de la Manche, pour justement avoir une instance qui prépare la commande publique. Donc, il va choisir le meilleur montage par rapport à la mise en place d'un projet. Et ça, c'est extrêmement important pour l'hydrogène. Donc, on a cette commission de la commande publique qui nous permet d'innover et, comme je vous l'ai expliqué à travers des exemples concrets, de choisir les meilleurs montages en fonction en fait, de ce que vous voulez faire en matière d'hydrogène sur votre territoire. Donc, je suis également membre du conseil d'administration de l'ADEME, en titre de l'Assemblée des départements de France, ce qui me permet aussi de voir, vous voyez, d'un autre côté, eh bien, les dossiers à déposer auprès de l'ADEME sur l'hydrogène, la structuration, ce qu'on demande aux industriels et aux collectivités, donc ça côté ADEME, et puis côté État, donc avec ma casquette Assemblée des départements de France, je connais aussi cet esprit, donc c'est les fameuses AMI, que nous on n'a pas du tout au niveau des collectivités, mais qui deviennent voyez, un peu la règle hein, au niveau donc, du fonctionnement des aides, des subventions au niveau de l'État. Donc, c'est tout ça que je vous propose de brasser ensemble ce matin sur des exemples concrets. Et c'est pour ça que je voulais savoir un petit peu qui était présent pour pouvoir adapter mes propos. Alors, je vais vous citer plusieurs exemples. Département de la Manche, en 2015, le président qui dit moi, je veux une station hydrogène, je me suis promené dans le monde, c'est génial. Et j'en veux une. Et en fait, là, c'est un petit peu compliqué, parce qu'en 2015, il n'y a pas beaucoup. Et il dit, bah, j'en veux une. Et puis, comme tout le monde me dit que c'est dangereux, etc., je vais la mettre devant la fenêtre de mon bureau de président du département. Comme ça, on arrêtera de me casser les pieds. C'est Jean-François Legrand, hein, ceux qui connaissent en parler s'en souviennent. Donc, en fait, Jean-François dit, voilà, je vais mettre une station. Alors, vous imaginez, à l'époque, je sais qu'il y a des services de l'État auprès de nous, là, quand on vous dit une station, en 2015, en termes d'analyse de risque, etc., c'est beaucoup compliqué. Pour faire cette station, en fait, il part sur quoi, ce montage? Il part sur un marché de travaux. Donc, c'est ce qu'il a sous la main à ce moment-là. Donc, il demande à ses services qui sont habitués, donc vous voyez, moi j'ai des services qui sont habitués à faire du bâtiment, des routes, des ponts, des infrastructures, et il leur dit, bah, écoutez, faites un cahier des charges pour construire une station. Donc, ils font mieux côté génie civil, et puis, donc en fait, ils répondent, et puis, là, à l'époque, Air Liquide a une station, donc vous voyez, ça aboutit finalement à un ouvrage qui est un marché finalement de génie civil, sur lequel on a une boîte industrielle qui vient se poser. C'est un peu, donc ça c'est le premier montage, hein, et si on le refaisait aujourd'hui, on ne le referait pas forcément comme ça. Hein. Mais à l'époque, vous voyez, c'est un moment où on a peu de solutions. Donc, Air Liquide avec des stations, donc en fait, en matière de commande publique, on se retrouve à faire un achat sur lequel il y a finalement une autre industrielle, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis ça, c'est plus possible aujourd'hui. Donc, par rapport à ce projet-là, aujourd'hui, cette station, vous voyez, c'était une première station, alimentée en fait avec des racks d'hydrogène gris. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, en 2019-2020, on dit, bon, on veut faire évoluer cette station, on aimerait bien la passer en hydrogène vert. Et là, se pose la question de dire, est-ce qu'on ne mettrait pas un électrolyseur
avec ces stations. Mettre un électrolyseur plutôt que d'avoir des racks et d'alimenter la station. Et là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, sur l'électrolyseur, là, les services disent, nous, faire un cahier de prescriptions techniques pour un marché public, pour un électrolyseur, on ne sait pas bien comment formuler les choses. Donc, ils regardent, ils se renseignent, puis ils disent, non, mais là, vraiment, nous, il y a du tout, on ne sait pas écrire une prescription. Donc là, ça, c'est quelque chose qui arrive finalement couramment quand on est en innovation. Et dans le cadre de l'hydrogène, c'est important, quand on est un territoire, de permettre cette expression des industriels, de nous mettre à disposition les solutions les plus adéquates à ce moment-là. Donc, que font les services? Ils prennent un bureau d'études pour les accompagner au niveau consulting et puis ils ne leur font pas de nos besoins. Voilà, donc station hydrogène vert, et puis il faudrait nous reprendre au maximum l'existante, et puis on arrive à un truc qui, en fait, quand je regarde la réponse, on ne ressemble à rien. Le bureau d'études est désolé, mais il dit, oui, mais en fait, c'est vrai que vos services nous demandent des boutons à 5 pattes, il faut que ça fasse ceci, cela. Voilà, Et donc ça, on se rend compte que c'est impossible de lancer en fait un marché avec des prescriptions classiques de marché public, comme quand je construis une caserne de pompiers, c'est facile, j'ai des services qui sont capables de donner les prescriptions pour faire les portes, les fenêtres, le toit, un bâtiment bioclimatique, tout ça fonctionne bien. Mais pour l'hydrogène, c'est plus compliqué. Donc, ce que j'ai demandé, c'est d'avoir recours à une formule que nos services, comme je le dis pour les collectivités, tant pis pour les services qui sont là, n'aiment pas, c'est le dialogue compétitif. En fait, ils n'aiment pas pourquoi, parce qu'en fait, ils me disent, oui, mais vous savez, Madame la vice-présidente, nous, on vous protège, parce que le marché public, c'est risqué quand même. Donc, le dialogue compétitif, c'est quelque chose que les services n'aiment pas, mais que les élus aiment bien, parce qu'en fait, ça permet ce jeu équilibré et ce vrai rôle des territoires pour développer un tissu industriel, sur un vrai rôle d'aménagement du territoire, un vrai rôle économique pour une région, pour une métropole. Donc le dialogue compétitif, donc après avoir eu des têtes, donc ils ont préparé le dialogue compétitif. Et là, donc ça permet quoi? Ça permet effectivement de formuler juste une performance, de dire, nous, ce qu'on veut, c'est que la station du département, demain, en fait, elle puisse alimenter notre flotte de véhicules en hydrogène vert. Et vous voyez, on s'arrête là. Donc, on ne se demande pas, comme la première fois, le génie civil, la giration autour, etc. Et on donne cette commande aux industriels. Donc là, à ce moment-là, effectivement, après, c'est très formalisé dans le code des marchés publics, c'est pas un truc full, il y a le compétitif. Mais c'est vrai que ça demande une certaine gymnastique. Et bien, en fait, on a eu donc deux réponses, deux groupements en fait, d'industriels qui ont planché sur la question. Et puis, l'avantage du dialogue compétitif, c'est qu'en fait, on peut se rencontrer. Ce qui, sinon, dans le code des marchés publics, n'est pas évident. Vous rendez votre copie, c'est un peu comme le baccalauréat, on a des résultats et gagner, non perdu. C'est ça, mon marché public. Là, ce n'est pas le cas. Dialogue compétitif, on peut se rencontrer, donc en fait, dialoguer sur la solution proposée et en fait, s'assurer que la commande est bien comprise. Conclusion du dialogue compétitif. Et ça, c'est très important pour les collectivités locales. Ce qu'il faut sur les terrains comme l'hydrogène, c'est savoir admettre, en tant qu'élu, qu'à un moment donné, on a eu une bonne idée et que c'est finalement pas une bonne idée et qu'on ne va pas donner suite. Et ça, il y a des élus qui ont du mal. Des élus qui aiment bien prendre un truc et puis une fois qu'ils sont partis, le porter quoi qu'il arrive. Le dialogue compétitif, il nous a montré quoi? Qu'en fait, l'idée de mettre un électrolyseur sur la station, ça ne convenait pas. En fait, techniquement, on savait faire. Il n'y a pas de souci. Mais au niveau économique, on allait être en fait sur un coût de l'hydrogène complètement débile par rapport au coût de marché recherché. Donc, vous voyez un truc, je ne vais pas vous dévoiler toutes les réponses, mais c'était quand on attendait 7-8 euros, en fait, on était plutôt à 30-35 euros. Enfin, donc, en fait, c'est le moment, et ça, je vous le dis par rapport aux collectivités, c'est le moment où, en tant que collectivité,
il faut savoir dire. Il faut savoir dire aussi à la presse qui vient vous voir et qui vous dit eh bien écoutez, on a étudié la question et on pourrait le faire techniquement, on pourrait avoir une station hydrogène verte, mais par contre, ça va être un contre-exemple au niveau de démocratisation progressive du prix de l'hydrogène. Donc alors c'est vrai que les industriels qui sont dans la salle peuvent nous dire ouais, enfin bon, non, on a beaucoup travaillé, puis finalement, vous n'avez pas retenu la solution. Mais je crois que c'est aussi ça le développement d'une filière, c'est avoir un espace, donc cet espace de commande publique aussi, au niveau du dialogue compétitif, pour travailler ensemble sur une optimisation et convenir ensemble que ça convient ou ça ne convient pas. Donc le dialogue compétitif, pour moi, il faut y recourir plus souvent qu'on le fait aujourd'hui. Et je m'adresse aussi aux entreprises, proposez-leur un maître d'ouvrage. C'est un jeu à deux, ce truc-là. Donc, le dialogue compétitif nous a permis de voir que l'électrolyseur, ce n'est pas le même. Par contre, continuer à avoir la station et puis d'alimenter en fait avec des rails d'hydrogène vert, ça oui, ça fonctionne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le département a abandonné l'idée d'avoir un électrolyseur sur la station, qui est là. Et par contre, et ça me fait une bonne transition, travaille avec donc Life dans le cadre du projet Vigo. Donc ça, c'est un autre montage dont je vais vous parler, pour en fait l'alimenter petit à petit en bouteille en fait d'hydrogène vert. Et ça a permis cette évolution et donc de changer de modèle. Donc ça, c'est la partie, vous voyez, avec l'offre station. On a fait d'autres choses dans la Manche, Attaway est présent ici. On a eu des vélos hydrogène à un moment donné. Donc ça, le vélo hydrogène, comment on met ça en place sur un territoire? Là, c'était un tout autre montage. On s'appuyait sur un appel à projet de l'ADEME, qui est un appel à projet TITEC. Et donc là, finalement, ça a été une réponse construite et par rapport à un appel à projet ADEME, où on s'est mis autour de la table, collectivité, et puis donc Attaway pour les stations, Pragma pour les vélos, l'université en fait du nord de Lille pour nous faire l'étude d'acceptabilité dont j'ai pu parler hier sur le projet, et puis une entreprise d'insertion pour l'usage des vélos. Et donc là, vous voyez, on fabrique en fait cette équipe pluridisciplinaire, et là, c'est le cadre de la réponse en fait à un appel à projet ADEME, où chacun vient avec la part de financement restant à couvrir derrière le projet. Donc ça, c'est aussi quand on est sur un territoire, un montage que l'on peut mettre en place. Donc c'est soit la réponse directe à un appel d'offres ADEME, soit après, il y a l'étape supérieure qui est le montage avec l'AMI. Hein. Donc ça, l'AMI, on n'aime pas parce qu'on a l'impression de travailler à la place du service de l'État gratuitement, c'est désagréable. Donc c'est mais c'est ça l'histoire comme ça. C'est à un moment donné, en juin, et en fait, vous avez Bercy qui se dit, bon, bah tiens, il faudrait qu'on finance de l'hydrogène. Bon, alors, c'est à hauteur de combien, puis qui est prêt et comment tout ça est structuré. Donc, au lieu de faire le travail eux-mêmes, ils pourraient prendre des consultants, monsieur. Eh bien, en fait, ils disent, on lance un AMI. Alors là, tout le monde travaille pendant ces vacances d'été, hein, donc je s'en souviens. Et le but, c'est que là, on répond ensemble, mais pour ne pas avoir d'argent. C'est ça qui est un peu... Donc, en fait, on vous dit, vous allez beaucoup travailler, vous allez tous dépenser du temps et donc de l'argent, et puis, quand vous aurez fait ça, ça vous donnera le droit de candidater pour avoir de l'argent. C'est l'étape. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut connaître, c'est que pour les collectivités locales, j'entendais un certain nombre de territoires qui s'apprêtent à travailler. Avant même de travailler chez vous, il faut positionner votre projet dans le plan hydrogène français. D'accord? Et ça, c'est une étape souvent qu'oublient en fait les collectivités. Et après, au niveau de l'ADEME, on va arriver les tout petits projets. Les gens ont dépensé beaucoup d'énergie pour le monter. Et quand on le regarde, on rentre dans aucune case. Donc, c'est une articulation à avoir aujourd'hui. Donc, l'AMI, comment on s'y prend? Parce que je vous ai dit, on travaille ensemble sans gagner d'argent derrière, sans développer de projet. C'est ça aussi l'idée. Donc là, l'AMI, ça nécessite de se rencontrer. Qui le porte? Alors, c'est là que les collectivités locales
c'est bien en tant qu'élu, il faut dire plein de trucs. En fait, les collectivités locales ont cette mauvaise habitude de dire, bon, c'est moi qui vais porter le truc, et puis je vais être le leader parce que je suis sur un territoire, et puis donc c'est moi qui porte. Oui, sauf qu'en fait, vous êtes dans les 54 dans l'Assemblée départementale. Moi, j'adore l'hydrogène. Ce n'est pas forcément le cas de tous mes collègues. Donc, eux, ils ont d'autres priorités. Donc, focaliser la collectivité sur un seul projet, ce n'est pas leur but. Et vous voyez, c'est ce qui s'est passé donc, entre plusieurs territoires sur le projet Vigo dont je vous parlais avec Life. C'est qu'à un moment donné, les industriels nous ont dit, bah, nous, on a des projets en Normandie, en Pays de Loire, en Bretagne. Et donc, les 3 régions, il faut que vous travaillez ensemble. Sauf qu'en fait, ces 3 régions, où en plus, historiquement, faire travailler la Normandie et la Bretagne, c'est hyper compliqué. Donc, en fait, moi, je suis mariée avec un breton, donc je suis tranquille. Et en fait, c'est très compliqué. Donc, moi, je t'avais dit, non, il ne faut pas demander aux 3 régions de travailler ensemble, parce qu'en fait, ça va être des décisions des assemblées, puis vous voyez, une stratégie énorme. On va y passer, allez, en étant gentil, un mandat. Donc, ce qui serait mieux, c'est qu'en fait, ce soit les industriels qui fassent le lien. Donc ça, c'est quelque chose dont il ne faut pas avoir peur quand on est collectivité. Nous, qu'est-ce qui s'est passé? NJ et puis là, on dit, nous, on travaille bien ensemble, on a un travail de coopération. Et donc, en fait, on a des projets un petit peu partout. Et en fait, c'est eux qui ont porté la structuration des Vigo et tous les territoires ont dit derrière, nous, en fait, effectivement, on soutient ces industriels qui travaillent sur l'arc ouest. Donc là, vous voyez, c'est le projet Vigo. Donc finalement, on avait tous nos projets sur les territoires et ça a été plus facile aux industriels de rendre une réponse, donc en fait, au service de l'État en disant, voilà, il y a un arc ouest intelligent sur l'hydrogène à développer, il y a une cohérence d'ensemble, qui a d'ailleurs été donc validée par l'ADEME, qui a dit, bah oui, effectivement, là, on a quelque chose de cohérent, d'intelligent sur des écosystèmes avec de la mobilité poids lourd, de la benne à ordures, du bus, avec des usages poids lourds. Et donc, on a créé cet axe et vous voyez un peu tous les partenaires. On retrouve le CIDEL, donc chez mon ami Alain Leboeuf, qui a son projet, vous voyez, première éolienne couplée à un électrolyseur par Life sur son territoire, des usages derrière. Sur Morbihan Énergie, idem, avec Jo, ils ont leur projet de station. Nous, on a notre écosystème avec Chéreau et puis nos transporteurs poids lourds. Et en fait, on a rendu notre copie ensemble, ce qui fait qu'au niveau de l'État a validé qu'il y avait une intelligence d'écosystème. Mais à ce stade, je dis pour les collectivités, de projets, il n'y a pas d'argent derrière et il n'y a pas de déclenchement de projet. Il y a une sorte d'intention de cohérence globale. Aujourd'hui, c'est demandé. Pour moi, ça me paraît extrêmement important pour développer une filière française. Donc ça, vous voyez, on est loin de la commande publique, on est loin du montage de très classique, de STEM, etc. Mais c'est ce qui permet aussi, quand on a structuré en fait un secteur comme ça, ensuite d'aller répondre à des appels à projets européens, etc., qui sont d'un plus haut niveau, parce qu'on a déjà travaillé ensemble. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Chaque petit point vert que vous avez, donc en fait, dépose ces dossiers, notamment de demandes de subventions, développe ces projets avec des montages complètement différents sur le territoire. Mais ça lui permet d'avoir une reconnaissance de projet. Donc, la façon de faire, on parlait des SEM auparavant. Moi, j'ai une grosse réserve vis-à-vis des SEM. C'est qu'en fait, les collectivités locales, quand elles créent une SEM, c'était la grosse tendance de créer des SEM pour les énergies renouvelables. Sauf que, vous voyez, aujourd'hui, si en tant que département, je veux développer en fait une solution d'hydrogène, je dois mettre tout le monde en concurrence, y compris la SEM dont je suis membre. Donc, quel est l'intérêt de la faire? J'ai du mal à le voir. Et donc, sur la partie hydrogène, ce qui est plus intéressant, c'est ce qu'on a étudié, c'est une société de projet. Alors ça, au niveau philosophique, c'est embêtant pour les collectivités, parce que les STEM, elles ont l'habitude, elles sont présentes,
majoritaire à 51%, c'est elle qui décide. La société de projet, ça peut ne pas être le cas du tout. Mais est-ce que c'est grave? C'est toute la question. Donc la société de projet, donc la SEM, vous voyez, c'est pour monter une SEM pour développer un projet d'hydrogène, vous êtes majoritaire. Donc, quand il faut monter un peu plus les moyens de la SEM, à chaque fois la collectivité doit rester majoritaire. Donc, vous voyez que ça vous entraîne dans une augmentation du capital de la SEM qui est importante. Inversement, la société de projet, ça consiste en quoi? Eh bien, on retrouve un petit peu la structuration qu'on a eue au niveau de l'AMI, c'est-à-dire qu'on a des partenaires qui se mettent autour de la table, comme nous, là, pour Vigo, une société de projet, par exemple, centrée, comme on veut le faire là, sur notre écosystème Manche, avec la filière poids lourd. C'est une société dans laquelle on va mettre les industriels donc, qui sont intéressés par le projet, notamment nous, des transporteurs, Métro-Électrique du Cotentin, Chéreau qui fait des remorques frigo hydrogène, des partenaires industriels comme ceux-ci. Donc, ils vont rentrer dans le projet avec, vous voyez, une hauteur d'investissement, de contribution au capital de la société de projet qui est proportionnelle à l'intérêt qu'ils vont trouver dans le projet. Donc, on peut associer des industriels. Nos collectivités, on peut être dans la société de projet. Mais vous dites, au final, on peut même, je touche à l'extrême, on peut être présent et dans le capital de la SEM, l'apport du département peut représenter 1% du capital de la société de projet. On n'est pas obligé d'être à ce panneau 51. Et donc, c'est vrai que là, sur le département, nous, on n'a plus la compétence économie au niveau des départements, c'est au niveau des régions. Hein. Donc, vous voyez, nous, notre contribution, elle est, par exemple, pour mettre à disposition la station pour faire le plein des remorques, là, comme pour Chéreau. Donc, ça peut être des contributions comme ça en nature. On peut avoir une part d'achat de véhicules. Moi, c'est pour ça que je vous disais, je suis au service des routes, avoir effectivement des tracteurs hydrogène pour faire l'entretien, avoir des camions pour faire la viabilité hivernale, etc. Au niveau d'un service départemental, ça a du sens. Donc, vous voyez, je peux rentrer dans la société de projet en apportant cet achat de véhicules qui vont ensuite être intégrés dans les services. Donc, c'est ça la différence. Et puis, après, j'ai des industriels. Donc là, c'est vrai que LG intervient beaucoup, je veux dire, sur les sociétés de projet. Donc là, on a l'apport de l'industriel. Et donc, cette société de projet, ensuite, donc, est unie pour un objectif, vous voyez, donné, un projet qu'on va, en fait, chiffrer, analyser, et sur lequel on va avoir effectivement une rentabilité économique. On est sur une nouvelle société. Et ça, c'est une façon, vous voyez, de développer l'hydrogène et d'avoir finalement une commande publique sur un territoire qui est bien, bien loin de l'aspect marché de travaux dont on a parlé. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'on joue dans ce cadre-là vraiment notre rôle de collectivité par rapport au développement d'une filière industrielle française. On a vraiment cette approche-là. Et après, j'ai des pompiers, dans le vice-président du SDIS, j'adore les pompiers de la Manche, les soutiens. Sur les pompiers, vous voyez, eux, c'est différent, c'est assez... là, on est sur les SDIS, départementaux sont financés par les départements, les collectivités, et eux, en fait, peuvent commander des véhicules. Donc, eux, ils peuvent, vous voyez, être sur l'achat de véhicules, et dans une société de projet, on peut aussi mettre ces SDIS, par exemple, hein, nous, sur le poids lourd. Les pompiers ont aussi des poids lourds. Donc là, ils ont des kangous, parce que pour le moment, on n'a pas de camion de pompiers hydrogène. Avis aux amateurs qui ont envie de nous en développer, on est prêts. Mais l'idée, c'est aussi de se dire, quand on met un SDIS dans une société de projet, il va pouvoir apporter alors plusieurs choses. L'achat de véhicules, et puis pensez aussi que vos SDIS, ils sont aussi, ils font aussi la formation au risque, les SDIS. Donc, dans la société de projet, donc, nous, on est en train de travailler là, sur la Manche, le SDIS intervient aussi comme ressource de formation. Donc, on va développer une plateforme de formation spécifique pour les industriels. Donc, on s'appuie sur le site d'Alain Leboeuf au CIDEF, parce que mes pompiers m'ont dit, nous, avoir des casques de réalité virtuelle qui nous permettent de nous promener donc, dans le site industriel de Boin, et en même temps de faire travailler nos pompiers sur le risque, explosion, incendie, etc., donc classique, sur les sites, c'est intéressant.
Donc, dans le projet, on met cette formation des pompiers. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qu'on va pouvoir monétariser, rentrer dans le modèle économique. Et puis, on va aussi permettre aux industriels de notre territoire, c'est là qu'on fait ce partenariat avec Life en ce moment. Vous êtes industriel, vous voulez développer donc une plateforme pour un électrolyseur sur votre site industriel, vous allez pouvoir venir vous former avec le SDIS en externe sur ces risques-là. Donc, vous voyez, la société de projet, elle permet aussi d'aller beaucoup plus loin qu'une commande d'un outil, d'un objet. Elle permet vraiment cette mise en place d'un écosystème. Quand l'ADEME vous dit on veut des écosystèmes, c'est bien ça, c'est sur un territoire, la filière qui se développe. Et il n'y a pas plus souple pour nous, à niveau collectivité, que cette société de projet qui permet, au lieu d'avoir des briques associées. Après, vous avez des spécialistes sur le montage juridique de la société de projet, ça c'est pas hyper compliqué. Mais c'est, je trouve, un montage qui est extrêmement intéressant pour une collectivité, pour aller, vous voyez, au-delà. On n'est plus, vous comprenez bien, à acheter un bus, à acheter une voiture, un vélo. On est vraiment sur un développement global. À travers la commande publique, pour conclure, j'ai plein d'élus qui m'ont dit souvent, ah, le marché public, c'est hyper. Non, le marché public, c'est très bien fait. Il faut juste savoir l'utiliser. Et bien, merci beaucoup Valérie, ça promet un beau débat, je pense, après le moment où on aura l'intervention de Marie Satilo, justement sur un projet de SEM. Donc très bien, il y aura de la discussion. Je vous propose qu'on enchaîne parce que vraiment il y a beaucoup de thématiques qui se rejoignent, voire se frottent entre les interventions. Donc d'enchaîner avec l'intervention de Fabienne Lagarde de Le Mans Métropole. Je vais donc passer sur le diapo. Bonjour à tous. Bon, alors nous, on va dire avec moins de réponses, mais beaucoup plus de questions. Je ne savais pas qu'on était le témoin négatif, d'ailleurs. Je pense que vous m'avez décidé de la fête. On sait quoi, franchement, faire un petit débrief là-dessus. C'est ça, l'atelier, c'est l'intérêt. Voilà, il n'y a pas de souci. Bon, voilà. Donc, nous, on fait partie des élus qui acceptons de nous tromper, de recommencer, de refaire. C'est pas grave. Du coup, on reste motivé parce qu'on est vraiment intéressé pour développer un écosystème hydrogène autour de Le Mans Métropole. Donc, je vais vous présenter un petit peu la démarche. On est sans doute probablement parti pas dans le sens où il fallait. Donc, il y a eu quelques petits allers-retours, mais voilà, donc on avance et toutes les questions que vous avez écrites là, donc je les ai posées et on est encore en train de se les poser. Donc, je vais commencer par vous présenter notre première expérience hydrogène. Voilà. Donc, nous, l'hydrogène, ça a commencé un peu comme chez vous, avec un maire président qui nous a dit, moi, je veux des bus à hydrogène, vite, on en trouve et on met de l'hydrogène dedans. Bon, donc une fois ça dit, on a effectivement acheté un premier bus qu'on a mis en service voilà, en 2020, qui marche très bien, qui a fait plus de 10 000 km, je crois. Oui, c'est ça. Sur les lignes, sur lesquelles, effectivement, les gens, d'ailleurs, sont assez contents. Hein. On a été agréablement surpris du retour. On l'a mis sur une ligne dédiée, parce que, bon, quand même, c'était pas si simple au départ. On espère que la future génération de bus pourra passer un peu plus sur les dodanes, etc. Ça, c'est un détail. On a, bien sûr, pour l'alimenter, besoin de 12 kg d'hydrogène par jour. Je vous expliquerai après comment on le trouve. Et donc, on a une consommation assez classique qui est donnée. Et on a mis, donc, pour l'approvisionner, depuis la même époque à peu près, une petite station. On appelle vraiment petite station parce qu'elle permet uniquement donc, de nourrir ce bus et quelques véhicules particuliers sur le site de l'ACO. Alors, l'ACO, pour ceux qui ne connaissent pas le Mans, c'est l'Automobile Club de l'Ouest. Et c'est donc le site où se passent chaque année les 24 heures du Mans. Et donc, sur cette petite station qui a une capacité de stockage de 20 kg par jour, en fait, l'hydrogène est livré. Alors, c'est de l'hydrogène renouvelable qui est produit par Life sur le site des éoliennes de Bouin et qui donc approvisionne la station depuis février 2022. Donc, ça y est, notre bus roule à l'hydrogène et en plus de l'hydrogène renouvelable. Donc, on est assez content de ça. Juste à ce niveau-là, quelques points de retour d'expérience.
où on a quand même compris, hein, sur cette première expérience, qu'il fallait une pile à combustible fiable, c'est possible, en tout sens, mais c'est mieux quand on le dit, et que effectivement le choix de la station et l'avitaillement sont vraiment des points cruciaux aussi si on veut vraiment développer à plus grande échelle un écosystème hydrogène. Parce que là, avec un bus, évidemment, on peut se permettre de mettre du temps. Quand on va en avoir 10 ou 15, ça, voilà, il faut réfléchir un petit peu plus à ça, mais il y a quand même des solutions techniques, effectivement, et puis France Hydrogène là-dessus nous aide, qui sont en train de se mettre en place. Donc ça, c'était la première expérience. Vous voyez, ça fait 2 ans. En parallèle, voilà, on est dans un écosystème. Donc, on a répondu à un premier appel à projet ADEME qui était finalement les appels avant la première vague là, des écosystèmes territoriaux. Et donc, que l'on a obtenu, dont on a été lauréat en janvier 2020. Et alors, à l'époque, pas vraiment de forme juridique. On a monté un consortium, assez classiquement, des partenaires, et on a répondu avec eux à cet appel à projet. Donc, les partenaires, vous avez la liste là. On était donc avec Life, qui était donc celui qui allait produire l'hydrogène, l'ACO, donc, puisque c'est un projet commun vraiment entre Le Mans Métropole et le circuit des 24 heures, parce que les 24 heures travaillent aussi sur cette question des futurs véhicules à hydrogène. Et puis avec le CIDEM, puisque l'implantation, enfin la première production sociale d'hydrogène se passait en Vendée. Et donc ce projet nous a déjà permis de sécuriser un financement de l'ADEME, nous permettant donc de commencer à produire l'hydrogène pour les producteurs et nous, de notre côté, commencer à investir aussi, à acheter des mobilités, donc des bus et des bennes à ordures ménagères. Alors, la suite ne passe pas, c'est ça? Voilà. Donc, son écosystème, merci beaucoup. Donc, en fait, l'écosystème, nous, au niveau du Mans, on l'avait vraiment tourné, ce premier projet H2 West, on l'avait vraiment tourné vers les usages. Il était censé nous aider à financer les premiers usages d'hydrogène. Donc, on a prévu l'achat de 10 bus articulés, 18 mètres, parce que c'est ceux qui demandent, enfin, c'est les bus qui demandent le plus d'autonomie, le plus de puissance. Et donc, ça faisait sens d'aller sur le segment hydrogène pour ces bus-là, alors que la plupart de nos autres bus sont plutôt au GNV. Et l'achat de 6 bennes à ordures ménagères, pour les mêmes raisons exactement, hein, besoin quand même de véhicules avec une puissance relativement importante. Et donc, vous voyez, pour des kilométrages quand même relativement élevés, de 160 km par jour en moyenne. Donc, avec la mise en place aussi d'une station plus conséquente, puisque la petite station que l'on a à l'heure actuelle ne permettra pas évidemment d'avitailler l'ensemble de ce nouveau parc. Donc, dans ce premier appel à projet, dans ce premier projet, donc la mise en place d'une station par l'ACO. Vous voyez, plusieurs partenaires. C'est l'ACO qui porte la distribution et c'est nous qui portons les usages. On peut continuer. Donc, d'un point de vue juridique, là, on en arrive un petit peu aux problèmes et aux questions que nous avons rencontrées. Donc, bon, la mise en place du projet s'est relativement bien passée, pas de forme juridique contraignante, juste des partenaires. Les questions ont commencé à se poser quand on a voulu commencer à acheter des véhicules. Et les premiers véhicules qu'on a voulu acheter, c'était les bennes à ordures ménagères, puisque c'est ceux qu'on aimerait voir arriver les premiers dans la collectivité. Et là, acheter 6 bennes à ordures ménagères, c'est vrai que ce n'est pas évident, avec finalement peu encore d'industriels français ou européens positionnés sur le marché. Et c'est vrai que les inciter à se lancer dans de la production pour 6 bennes à ordures ménagères, ça semblait compliqué. Donc vraiment, dans l'idée de pouvoir offrir des volumes plus conséquents aux industriels, on a eu, enfin notre maire président, qui a toujours de très bonnes idées, sur le papier, a eu l'idée donc de mettre en place. Ah non, c'est pour ça qu'il est président. A eu l'idée de mettre en place un marché pour répondre, un groupement d'achat pour répondre à 3 collectivités et pour ainsi commander non plus 6 mais 13 bennes à ordures ménagères, ce qui est effectivement, pour initier une filière, présenter un intérêt évident. Donc nous sommes partis avec les maires d'Angers, Christophe Penchu et François Rebsamen de Dijon, pour travailler et négocier. Donc le lancement a pris une après-midi, on a mis, les services ont mis, je crois, 1 an derrière pour effectivement écrire. Alors là, un cahier des charges commun, avec quelques spécificités quand même,
parce que chaque collectivité a quand même ses spécificités, ce qui nécessite d'ailleurs la réalisation d'un prix unitaire particulier pour chacune des collectivités. Alors, le bon côté, c'est que ça accentue vraiment les échanges entre les collectivités. Et ça, c'est une expérience tout à fait intéressante parce que ça nous a vraiment permis de très bien connaître les deux autres collectivités et de travailler avec eux. C'est vrai que ce n'est pas quand même extrêmement simple. Bon, on ne sait pas encore ce que ça va donner puisqu'on vient juste, je crois, de lancer le marché. Donc, on espère avoir des réponses. On avait décidé d'entrer, de bloquer à 4 candidats. Parce qu'on se disait qu'au-delà, ça ne serait pas possible, on n'y arriverait pas. Il y a pas mal de collectivités qui nous ont sollicité, avec qui on a échangé. Donc, on espère que l'année prochaine, on pourra revenir en vous disant que ça a marché, qu'on est très content des retours. Bon, pour l'instant, on a quand même réussi, mais c'est vrai que voilà, ça demande quand même pas mal de cadrage et de changer un peu nos pratiques habituelles. Donc, voilà pour cette expérience-là. Les perspectives maintenant, avec les objectifs et les questions. Donc, sur les usages, voilà, on va y arriver, on va réussir à acheter, on espère, en tout cas, des bus et des belles ordures ménagères. Et notre ambition maintenant, c'est d'intégrer aussi à l'écosystème de la production sur le territoire. Donc, pour ça, on a plusieurs projets. Alors, certains sont portés par des privés, hein, finalement, que l'on soutient évidemment, mais en totale autonomie. Il y a notamment 2 projets de pyrogazéification sur le territoire qui sont à l'étude en ce moment. Un porté notamment par Kéros Énergie à partir de chanvre. Et il y en a éventuellement un deuxième à partir de bois qui est soutenu donc par un privé. Et nous, la collectivité, on travaille, on réfléchit à l'installation d'un électrolyseur en sortie du VED, une unité de valorisation énergétique des déchets, qui utiliserait la moitié de l'électricité produite par l'UVED pour alimenter donc un électrolyseur et qui nous permettrait d'avoir de l'hydrogène sur le territoire. Donc, on est en train de voir un petit peu comment déjà de recenser tous les futurs besoins qu'il pourrait y avoir sur le territoire d'ici 2025, parce que l'idée, c'est aussi d'ouvrir cet écosystème à d'autres acteurs que la collectivité, que d'autres industriels qui, par exemple, auraient des usages ou voudraient développer des usages à l'hydrogène puissent aussi, évidemment, bénéficier de l'arrivée de cet hydrogène. Et on est en train de réfléchir aussi aux stations en fonction de ce retour sur les usages. Une station, 2 stations. Est-ce que les stations d'approvisionnement des bus et des ordures ménagères pourraient être ouvertes à d'autres? Enfin voilà, on est vraiment en train de réfléchir à tout ça. Donc on est accompagné là pour l'instant par un cabinet. Et pour lancer ce site de production, eh bien, on a prévu de réaliser donc un appel à manifestation d'intérêt, AMI, pour mettre en concurrence, enfin pour discuter finalement, c'est pour amorcer les discussions et essayer de voir, de recenser quelles seraient les solutions que l'on pourrait nous proposer sur place. Alors avec la question de savoir qui est-ce qui mène, qui est-ce qui porte. Nous, on est une collectivité, on n'a pas vocation nous-mêmes forcément à produire de l'énergie, donc on attend de voir, on espère justement dans cette AMI avoir des solutions proposées par les énergéticiens sur le marché. Je crois qu'on a quasiment fini. Donc voilà, les projets d'évolution, en gros, donc je les ai déjà plus ou moins donnés, donc de la production. Essayer de faire en sorte que cette production d'hydrogène soit modulable en fonction des besoins dont on espère qu'ils vont évoluer à l'avenir. On continue à travailler avec les autres collectivités. Hein, on a mis Angers comme partenaire parce que dans cette nouvelle construction, on continue finalement, donc oui, ça marche bien, le travail entre les collectivités, on continue à travailler avec eux aussi sur cette éventualité de production. Puis essayer donc de s'adapter aux demandes du territoire. Et donc, pour finir, je crois, voilà. Donc, la question, nous, c'est de réussir vraiment à articuler l'abri de distribution, qui est plutôt porté par la CO et qui a ses propres contraintes et ses propres demandes. L'abri d'usage, qui est uniquement porté par la métropole pour l'instant, mais dont on espère qu'elle va se diversifier, et d'y ajouter cette brique production. Et donc, de trouver un petit peu la façon dont on va articuler tout ça et comment on va pouvoir porter tout ça. Je pense que c'est la question qu'on met après, voilà. Et l'AMI va être censée nous faire le lien entre ces différentes briques et nous proposer des solutions. Voilà, nous en sommes. La question, donc, on cherche, alors évidemment, dans cette AMI, une fois qu'on aura identifié les futurs partenaires,
on va commencer à travailler avec eux. L'idée, c'est vraiment ça, de travailler ensemble et de co-construire le cadre juridique. Donc, on a entendu, je ne suis pas vraiment douée dans le cadre juridique, hein, mais j'ai bien entendu quand même des mots que j'entends souvent et sur lesquels il faut qu'on réfléchisse, société de projet, SEM. Donc voilà, l'idée, nous, c'est vraiment de construire avec les futurs acteurs ce qui peut le mieux s'adapter finalement à notre territoire, parce qu'il y a aussi des spécificités sur chaque territoire, des partenaires historiques avec lesquels on veut continuer à travailler, et il faut que tout le monde finalement trouve son intérêt dans ces nouvelles structures juridiques. Voilà, juste pour finir, nous, on essaie de construire un écosystème beaucoup plus global, puisqu'on vient aussi de répondre, de soutenir une réponse là, sur les métiers et compétences portée par l'Université du Mans et l'Université de Nantes avec la région Pays de la Loire. Et donc, on essaie de faire en sorte que ça diffuse même au-delà cet écosystème hydrogène, que ça crée aussi voilà, une attractivité, un développement économique sur notre territoire. Voilà. Merci beaucoup, Fabienne. Retour d'expérience très intéressant. On voit quand même tout le chemin parcouru depuis ce qui avait été présenté l'année dernière à Dunkerque. Et donc, on prend rendez-vous l'année prochaine. Cet après-midi, on vous dira où. Et je vous propose, on a déjà parlé plusieurs fois de LIFE et du CIDEV. Donc, on reste en Pays de la Loire. Donc, on va aller en Vendée avec François Chalet du CIDEV. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, et dans un instant, je vais faire en sorte qu'on vous revoie aussi. Très bien. Eh ben, on peut y aller. Donc, je remplace aujourd'hui notre président Laurent Favreau qui n'était pas disponible. Je suis moi-même à distance. Je m'en excuse. Voilà, j'ai pas pu me déplacer. Donc, on va quand même faire en sorte de vous donner les informations nécessaires. Voilà. Alors, présentation rapide du CIDEV, hein, je pense que l'objectif n'est pas là. Donc, on est le syndicat départemental d'énergie de la Vendée. Et voilà, ce slide représente un petit peu nos actions sur le territoire. On est l'unique syndicat et on a la chance voilà, d'avoir dans nos adhérents l'ensemble des communes et intercommunalités de Vendée. Aujourd'hui, le CIDEV ne va pas sans sa SEM Vendée Énergie, dont la vocation principale est le développement d'actifs de production d'énergie renouvelable, et également une action conjointe entre la SEM et le syndicat qui est la mobilité durable, point sur lequel je vais intervenir plus en particulier. Slide suivant. Je vais assez vite hein, sur les premiers slides. Je pense que, encore une fois, l'objectif n'est pas là. Voilà, merci. Donc, mobilité durable, alors ça s'est fait en plusieurs temps, cette action sur la mobilité durable. Je pense que c'est important d'en parler aujourd'hui parce que c'est ce qui plante le décor et c'est ce qui fait qu'on intervient aujourd'hui sur le montage de cet écosystème de mobilité hydrogène. Nos actions ont commencé en 2013-2014 avec l'installation d'un réseau de bornes de recharge publiques pour véhicules électriques, ce qui a permis de lancer l'électromobilité sur le territoire vendéen, en faisant un des départements les plus électromobiles de France. Assez rapidement, on s'est intéressé au gaz. Et alors là, c'est plus le CIDEV, mais c'est notre SEM Vendée Énergie qui a créé une filiale Vendée GNV pour l'installation et l'exploitation de stations gaz sur le territoire. Ça se concrétise aujourd'hui par la carte qu'on a ici. Les points bleus sont les stations gaz. Et à ce jour, on a 6 stations ouvertes sur le département. 6 stations ouvertes et 4 en projet, ce qui permettra d'avoir un maillage assez rapide de l'ensemble du territoire en partant de 0 en 2017. Donc, on va dire que c'est une action qui a été plutôt rapide et qui est efficace parce qu'elle permet aujourd'hui aux transporteurs locaux de se tourner vers cette nouvelle énergie, qui plus est renouvelable, hein, puisque nos stations ne distribuent que du biogaz. Donc, alors ça, c'est un aspect qui est important. En fait, la SEM aujourd'hui et le syndicat ont un rôle structurant dans le sens où on apporte des outils, que ce soit pour les collectivités, parce qu'on a aussi des collectivités qui utilisent ces nouvelles énergies, mais pour les collectivités et les entreprises, on apporte l'accès à ces énergies, sans quoi elles n'auraient pas les moyens finalement de se lancer dans cette transition énergétique. Action principalement publique et de notre SEM,
aussi parce qu'on est un territoire rural, on est un territoire diffus, et on n'a pas sur notre territoire de métropole, je veux dire, suffisamment importante pour intéresser dès le départ, dès l'émergence de ces nouvelles filières, des acteurs privés. Ça, c'est un point important. On a eu le même souci sur la fibre, où finalement on a mis en place Vendée Numérique, un groupement d'intérêt pour mettre à disposition de l'ensemble des Vendéens de la fibre. Slide suivant. Voilà. Alors maintenant, on va parler de l'hydrogène. C'est le sujet qui nous intéresse. Le sujet de l'hydrogène, il est arrivé assez naturellement. Comme je vous ai dit, on a développé l'électromobilité, on a développé la mobilité gaz, et notre ancien président, Alain Leboeuf, a commencé à s'intéresser à l'hydrogène dès 2015 et a été rapidement convaincu que l'hydrogène est une énergie complémentaire aux autres, hein. En aucun cas, on a aujourd'hui la prétention de penser que l'hydrogène remplacera les autres énergies. Au contraire, on est vraiment dans un discours et une vision d'ensemble avec une complémentarité, c'est-à-dire une énergie par type d'usage. Donc tout ce qui est fait aujourd'hui sur l'hydrogène n'efface en rien ce qui est fait à côté sur les autres énergies. Donc des premières réflexions en 2015, on a été labellisé territoire d'hydrogène dès 2016, et puis les choses se sont accélérées en 2018 lorsque Alain Leboeuf a rencontré Mathieu Guéné, fondateur de Life. Les choses ont réellement démarré à ce moment-là, puisqu'il y avait une vision commune de la production d'hydrogène. C'est-à-dire qu'avant de rencontrer Mathieu Guéné, notre président souhaitait déjà produire de l'hydrogène directement à partir de 3 éoliennes qui sont propriétés de Vendée Énergie, qui étaient sur le point d'arriver en fin de tarif de rachat. Et c'est avec la rencontre de Mathieu Guéné que le projet s'est construit conjointement. Alors bon, ça a bien été dit hein, lors des présentations précédentes. On a également travaillé sur ce projet dont le nom est H2 West avec la ville du Mans, avec laquelle on a déposé le dossier à l'appel à projet écosystème de mobilité hydrogène en 2019. Les subventions de l'ADEME nous ont permis également de concrétiser ce projet. Et aujourd'hui, voilà, vous avez déjà des photos de ce qui a pu être réalisé en Vendée, avec le site de production de Life, hein, bien sûr, qui est au centre, qui produit de l'hydrogène renouvelable à partir d'électricité qui provient d'éoliennes, donc comme je disais, propriété de Vendée Énergie. Donc on a Life, en fait, un contrat d'achat d'électricité, un PPA avec Vendée Énergie, et de l'autre côté, le CIDEF, qui est l'exploitant de la station de La Roche-sur-Yon, de la première station, a un contrat d'achat d'hydrogène auprès de Life. On peut passer au slide suivant. Voilà, là, auparavant, j'ai décrit le montage partenarial global hors usage. Bien sûr, le nerf de la guerre dans tout écosystème, ce sont les usages. Et c'est par là que tout a commencé, hein, en fait, l'identification des usages. Donc on a, comme je le disais tout à l'heure, on a un territoire qui est diffus, c'est-à-dire qu'on n'a pas de grosse métropole, et c'est aussi pour ça qu'on a démarré un projet avec une production d'hydrogène centralisée que vous voyez en rouge, mais avec une multitude de stations sur le département. Alors, économiquement, ce n'est pas ce qui est le plus intéressant, bien sûr, on préférerait avoir une seule station et des usages autour pour amorcer la filière. Ceci dit, on avait finalement plusieurs collectivités intéressées pour acheter des véhicules hydrogène, et on ne pouvait pas non plus, on pouvait pas ne pas répondre à cet intérêt. On pense que c'est important finalement de travailler avec des collectivités motivées, et c'est pour ça que le premier projet H2 West était déjà constitué de 3 stations, La Roche-sur-Yon, Saint-Gilles et Chaland, et depuis on est en train déjà passer en réalisation sur une nouvelle station au Sable d'Olonne, et il y a des réflexions sur d'autres villes, dont Montaigu. Donc, ce qui est important de constater sur les usages, c'est que on a une multitude d'usagers qui sont pour la plupart des collectivités.
mais on va dire que ce fait de s'adresser à plusieurs collectivités et plusieurs entreprises privées, ça permet finalement de partager l'effort financier, parce qu'on sait combien l'effort financier est important pour monter des écosystèmes. Donc pour sa part, le CIDEV investit dans les stations, bien sûr avec des subventions de l'ADEME, des subventions du conseil départemental, de la région. Et par ailleurs, les usagers, eux, ne participent pas du tout à l'effort financier sur ces infrastructures, se concentrent sur l'effort financier pour l'achat de leur véhicule, qui est déjà un effort important, avec des subventions également de l'ADEME, parfois du conseil départemental pour les collectivités et de la région. À La Roche-sur-Yon, parmi les premiers usages, on peut citer bien sûr le premier bus de La Roche-sur-Yon, qui roule depuis le début d'année. Le conseil départemental est un partenaire clé également, puisqu'il a déjà acquis une Toyota Mirai qui sert au président du département, qui a déjà fait 23 000 km depuis le mois de novembre, donc qui roule beaucoup, pour lequel l'usage de l'hydrogène est justifié. Et puis, il y a un rétrofit en cours d'un camion qui servira pour l'entretien des routes, qui, on l'espère, sera homologué d'ici la fin d'année. On a quelques acteurs privés qui sont intéressés. Un premier transporteur qui fait également rétrofiter un camion 44 tonnes. Et puis, on a aussi des entreprises qui commencent par acheter des véhicules type Mirai ou Nexo, en attendant qu'il y ait une offre commerciale disponible. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est aussi ce qui freine le développement de la filière, c'est cette disponibilité commerciale de véhicules. On peut passer au slide suivant. Voilà. Alors ça, c'est peut-être l'exemple sur lequel je vais le plus détailler. Donc, première réalisation concrète, en plus du site de production, c'est cette station multi-énergie de La Roche-sur-Yon que vous voyez en photo. Donc, c'est une station qui regroupe, vous avez en haut, là où le bus est stationné, la partie hydrogène. Vous avez au centre, là, avec les panneaux photovoltaïques sur l'auvent, les pompes de distribution de biogaz. Et puis, tout en dessous, on ne les voit pas, mais on a 2 superchargeurs qui permettent de ravitailler les véhicules électriques. Donc, c'est un projet qui est sorti de terre rapidement. Les premières esquisses datent d'avril 2020 et on inaugurait la station en décembre 2021. Alors, pourquoi une station multi-énergie? Tout d'abord parce que, comme je disais tout à l'heure, on porte un discours de complémentarité des 3 énergies. Et il nous semblait, sur un site tel que La Roche-sur-Yon, disposant d'un gros potentiel d'usagers, évident de regrouper ces 3 énergies sur un même site, parce qu'on porte ce discours de complémentarité et aussi parce que ça permet de faire des économies d'échelle. Alors, le montage juridique plus particulièrement, alors, le terrain, là, on ne le voit pas physiquement, mais il y a bien 2 fonciers, c'est-à-dire que d'une part, il y a la SEM Vendée Énergie via sa filiale Vendée GNV qui a été maître d'ouvrage et qui est propriétaire de la station GNV et de son foncier. Et d'autre part, il y a le CIDEV qui est propriétaire de son foncier et qui a été maître d'ouvrage sur la réalisation de la station hydrogène et des superchargeurs. Pour disposer d'économies d'échelle, on a fait avec Vendée Énergie une convention de comaîtrise d'ouvrage, ce qui nous a permis de mutualiser la réalisation des lots génie civil, VRD et électricité, ce qui fait qu'on s'inscrit bien dans un montage cohérent. Sur cette première station, on a fait nous-mêmes la maîtrise d'œuvre. Alors là, ça a été un petit peu osé. On s'est seulement encadré d'un AMO pour la réalisation de plans, mais on a été maître d'œuvre. On a suivi l'ensemble des entreprises. Aujourd'hui, on évolue plutôt sur la station des Sables d'Olonne vers un principe donc similaire, où on a bien 2 entités qui portent chacune l'investissement dans leur outil de distribution, mais où on évolue vers une maîtrise d'œuvre avec un principe de convention de coopération entre Vendée Énergie et le CIDEV. Alors, quoi dire d'autre sur cette station? Oui, alors l'équipement hydrogène, c'est quand même aussi une part importante de cette station hydrogène. Donc, quand je dis équipement, c'est vraiment la partie compression-distribution. Donc, pour l'acquisition de cet équipement,
on est passé par un marché public, par une procédure publique, par un appel d'offres, avec une procédure d'appel d'offres négociée pour un marché qui consiste en la fourniture, l'installation, la mise en service et la maintenance d'un équipement de distribution d'hydrogène de 200 kg. Donc on s'est fait encadrer d'un assistant à maîtrise d'ouvrage pour rédiger cette procédure. Et puis, je veux dire, ça nous a permis de monter en compétence, moi et puis un de mes collègues qui travaille sur le sujet, pour rédiger ce marché et le publier. Donc c'était une procédure négociée, c'est-à-dire qu'on a eu 2 phases de négociation, ce qui nous a permis d'ajuster certains détails techniques. Effectivement, ce n'est pas envisageable aujourd'hui de ne pas avoir ces entretiens, ces auditions avec les candidats. Et donc, c'est la société GenVer qui est titulaire de ce marché, GenVer filiale d'Engie, qui a sous-traité la fourniture de l'équipement à l'entreprise HRS. Voilà pour le montage juridique dans les grandes lignes, mais c'est vrai que c'est un casse-tête. Ça nous a posé beaucoup de questions, enfin, surtout à notre service juridique, qui a été fortement mobilisé, qu'il est toujours d'ailleurs sur le sujet dans le cadre des extensions de cet écosystème. Et tout ça pour dire que dans tous les cas, ça nécessite des ressources et je veux dire qu'après souvent la volonté politique d'y aller, il faut aussi savoir quelle collectivité va le porter et comment est-ce qu'on va se staffer finalement pour mener ces projets. Puisque à ce jour, au CIDEV, il y a quasiment un ETP et demi je parle vraiment au niveau technique. Et puis après, il y a les services support, finance et juridiques qui sont également très sollicités. Donc ça nécessite vraiment un investissement humain important. Et c'est à pas négliger si on veut que le projet puisse réussir. J'ajouterai un dernier élément, je pense que j'ai fait assez vite, sur les facteurs clés de succès. Alors bien sûr, c'est des histoires de cohésion. Je n'ai pas cité tous les usagers hydrogène. On a également le SDIS, bien sûr. On a d'autres acteurs publics. On a l'agglomération de La Roche-sur-Yon. On a bien sûr d'autres collectivités sur d'autres sur d'autres communes. Mais ce qui a fait que cet écosystème a pu émerger rapidement et que ça se passe bien, finalement, c'est vraiment une histoire de cohésion de territoire où je pense qu'on avait tout simplement tous envie d'aller dans le même sens. Voilà, bon, il y a beaucoup à dire, bien sûr. Après, je pense qu'on aura peut-être le temps de prendre une ou deux questions à la fin. Oui, à la fin, ce que je propose, c'est qu'on enchaîne. Merci beaucoup, François, pour cette présentation. Et c'est vrai que je trouve que c'est particulièrement intéressant, là, cette station multi-énergie. On voit que ça commence aussi à se déployer. Il y a eu au niveau européen, il me semble, une étude qui montrait par rapport aux discussions entre mettre tout sur les stations de recharge batterie électriques ou comment miser là, sur ces différentes motorisations, différentes énergies, que d'un point de vue macroéconomique, ça peut être plus intéressant de faire effectivement du multi-énergie. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à développer. Alors, on va enchaîner avec la dernière intervention donc, de Marie Attino. On a parlé d'hydrogène renouvelable. Là, sur l'Ouest, beaucoup alimenté par 3 éoliennes de Vendée. Ça ne va pas suffire pour tout l'hydrogène renouvelable dont on a besoin. Et donc, justement, votre propos, Marie Attino, va être sur un projet qui est en cours de lancement, une SEM, justement, pour accélérer la production d'énergie renouvelable. Et donc, on pourra avoir un peu la discussion par rapport à l'affirmation assez proche de Valérie Nouvelle sur le débat SEM versus société de projet. Commencer par peut-être parler de... Oui, d'abord, effectivement, tout à fait. Et ensuite, on élargira. Sur la thème, et je suis ravie qu'on puisse avoir des échanges, je trouve, voilà, les uns, les autres, les unes, les autres, assez francs, parce qu'on est vraiment, il me semble, dans une phase où on est en pleine transition, en pleine innovation, il faut faire preuve de beaucoup de modestie. On n'a pas la science infuse, et on est tous avec des très beaux projets, mais on essuie aussi un peu les plâtres, parfois. Et donc, c'est bien aussi de se dire que si on faisait les choses, aujourd'hui, peut-être qu'on ne les referait pas tout à fait de la même façon. En tout cas, peut-être qu'on ferait un travail préalable et préliminaire avant de se lancer à corps perdu dans ce genre de projet. Alors, justement, pour illustration,
Donc, alors déjà, je suis ravie de vous accueillir, puisqu'on est ici sur la métropole en Normandie. Et pour vous dessiner un peu le portrait, pour ceux qui ne connaissent pas ce territoire, la métropole est une grande maison, une grande maison de à peu près 500 000 habitants et 71 communes. Donc, c'est un vaste territoire, et évidemment, on a un maillage par un réseau de transport en commun. Qui, je dois le dire, lorsque nous avons pris nos fonctions en arrivant, lorsque le nouvel exécutif auquel j'appartiens s'est mis en place en juillet 2020, on n'était pas à l'avant-garde de la mobilité à faible émission, ni en matière de gaz vert, ni en matière d'hydrogène, ni en matière d'électricité. Le territoire était juste en train de faire l'acquisition de ces 3 premiers bus électriques. Donc, sur une flotte de 400, ça laisse entendre tout de même qu'on n'était pas très en avance. Et donc, moi aussi, j'ai un président absolument formidable qui me dit on va par là et on a intérêt à y aller. Et qui nous a tout de suite dit bon, attendez, on n'est pas bon, on n'est vraiment pas bon, mais c'est pas grave parce qu'on va devenir les meilleurs. Donc, il a pris la décision de lancer toute une démarche pour évidemment faire évoluer la flotte de véhicules et de nous fixer l'objectif d'avoir, si possible, 50% de véhicules à faible émission dans la flotte de transport en commun d'ici 2026. Donc, c'est quand même très court. Sachant qu'en plus, on a certains véhicules, certains bus qui sont des bus qu'on appelle chez nous les Théor. Et ces Théor, donc c'est des bus à haut niveau de service. Et donc, lui, c'était une ambition de 100% de véhicules à faible émission. Et pourquoi ce niveau d'ambition? Tout simplement parce qu'on est un territoire soumis à la zone à faible émission mobilité. Donc, on est en train, avec un calendrier très rapproché, d'imposer des contraintes extrêmement sévères à la fois à nos entreprises et à partir du 1er septembre prochain à nos habitants. Et donc, on se doit évidemment nous-mêmes d'être exemplaires et d'essayer de leur montrer la marche à suivre. Donc, voilà, on a pris ce cap. Et dans cette perspective, il s'est trouvé qu'au moment où on était en pleine réflexion au début du mandat sur l'évolution des flottes de bus, on a eu l'opportunité de cet appel à projet qui était lié au plan de relance, le fameux appel à projet ADEME État hydrogène écosystèmes territoriaux, et on a répondu. Et je pense que c'est là notre erreur. Alors, évidemment, on est parti. Je me permets, j'ai l'équipe de Valorem qui est là, qui va dire, mais elle dit n'importe quoi, mais je vous assure que je vous le dis avec beaucoup de sincérité, je pense qu'il vaut mieux construire les projets solidement, s'assurer que l'écosystème est en place, s'assurer qu'on a bien appréhendé toutes les briques technologiques, qu'on a sécurisé à peu près au moins le grand périmètre et qu'ensuite, de toute façon, on est dans un état, même en Europe, on a toujours des opportunités financières qui se présentent. Si ce n'est pas le plan de relance, 2 ans plus tard, il y a autre chose. En tout cas, on est sur ces sujets-là toujours très soutenus. Et donc, il vaut mieux avoir un projet bien construit et ensuite, quand il est bien construit, on le sort du tiroir et on le présente à un appel à projet ou un AMI plus appel à projet pour se faire un peu de complexité. Et voilà, on s'est lancé dans cette aventure. Donc, on a répondu, c'était en décembre 2020, si je me souviens bien, avec Valorem, qui est ici présent. Et donc, on avait donc le souhait d'acheter 11 bus hydrogène, des bus classiques, et d'alimenter aussi ces bus à hydrogène avec évidemment un hydrogène renouvelable, enfin un hydrogène vert. Et donc, évidemment, n'ayant pas de source de production, nous avions juste une station Easymob sur la place du Boulingrin en centre-ville, donc qui n'était pas du tout adapté pour alimenter des bus à hydrogène, qui était uniquement adapté pour des véhicules légers. Donc, on a commencé à réfléchir aux différentes briques technologiques. Et donc, on est très vite arrivé à la conclusion qu'il fallait non seulement acheter ces 14 bus, mais aussi se doter d'une station de distribution adaptée, d'un électrolyseur et d'une centrale solaire photovoltaïque au sol sur le territoire. Donc à l'époque, on était vraiment en phase de prospection. Nous n'avions pas à ce moment-là de terrain spécifiquement identifié. On avait bien quelques idées, mais on n'avait pas encore parfaitement atterri. Et donc on a fait depuis cette époque, évidemment, on a réussi à trouver un terrain. Il y a une étude en cours. Et par respect pour la commune, je tairai le nom de cette commune parce que aussi, les maires sont libres aussi de pouvoir un jour nous dire oui, on continue ou non, on arrête. Je trouve qu'une métropole n'existe qu'à travers l'union de ces communes et parfois on l'oublie. Donc je tiens absolument à les préserver. Et depuis, donc, on est plus désormais sur 11 bus hydrogène, on est désormais sur 14 bus hydrogène. On a monté un peu l'amplitude de cette flotte pour essayer d'avoir aussi un effet de seuil et d'avoir un coût d'hydrogène à l'arrivée qui soit quand même plus rationnel et plus acceptable pour tous. Donc voilà, ce projet est en cours de développement. Et j'en profite puisqu'on a beaucoup abordé aussi la question des bennes à ordures ménagères, notamment avec l'intervention du Mans Métropole.
On s'est posé aussi la question à ce moment-là, lorsqu'on déposait le dossier, de savoir si on candidatait aussi pour des bennes à ordures ménagères, puisqu'on avait le même problème, on avait des vieilles bennes à ordures ménagères au diesel, il n'y avait aucun véhicule à faible émission, on avait des véhicules vieillissants qui étaient à la limite d'âge d'exploitation. Et on a fait ce choix, que j'assume complètement, de ne pas partir sur l'hydrogène, sur les bennes à ordures ménagères, mais de travailler vraiment sur une réflexion sur la mixité des énergies en fonction des usages, et de plutôt partir dans une autre direction, c'est-à-dire celle du gaz vert, du biométhane pour les bennes à ordures ménagères, puisqu'on est aussi en train de travailler sur l'échéance du 31 décembre 2023 en matière de tri à la source et de collecte des biodéchets. Et on essaye avec notre syndicat de traitement des déchets de SMEDA de préparer aussi une filière de production de gaz vert qui pourrait, à terme, je l'espère, alimenter les bennes à ordures ménagères. Donc voilà, on essaye de réfléchir à la cohérence des choses et de ne pas partir totalement dans une seule direction. En matière de transition, souvent, quand on est un peu monomaniaque, souvent on le regrette tôt ou tard. Voilà, donc on peut passer sur ce dossier, je n'en dirai pas plus. Et voilà, l'idée c'était aussi de vous parler de la société d'économique, je suis ravie que vous puissiez avoir ce débat, puisqu'il y a une SEM déjà dans la Manche, je crois, et que donc, vous avez aussi ce retour d'expérience que nous n'avons pas avec West Energy. Et pourquoi la métropole de Rouen a souhaité créer une société d'économie mixte dédiée? Alors, attention, on dit souvent à tort des sociétés d'économie mixte qui financent des ENR. Non, ce n'est pas financer des ENR, c'est investir dans des projets d'ENR. C'est toute la différence. On n'est pas là pour financer ni pour subventionner des projets. On est là pour être investisseur aux côtés de parties prenantes privées et de se positionner à leur côté, les entreprises privées gardant leurs compétences, leur capacité de développement et d'innovation que nous n'avons pas, et ce n'est pas notre compétence, et c'est bien comme ça, tout le monde trouve sa place. Alors pourquoi ce choix? Tout simplement parce que, et d'ailleurs je vous remercie, vous l'avez trouvé dans les stands de la métropole tout à l'heure, la métropole a adopté fin 2019 un plan climat, un PCAET, et dans ce PCAET, il y a plusieurs objectifs assez ambitieux, dont l'objectif de devenir un territoire 100% énergie renouvelable en 2050. Donc la métropole de Rouen, certes, c'est 71 communes, 500 000 habitants, mais c'est surtout un territoire très industriel. 35% des émissions de gaz à effet de serre du territoire sont liées à l'industrie. Le transport n'est que le deuxième poste, là, juste derrière, avec à peu près 30%. Et donc, c'est un objectif extrêmement ambitieux. Alors, quand on a fait ce travail de construction du plan climat, on a aussi, en parallèle, construit un schéma directeur des énergies. Et on s'est très vite rendu compte que tout seul, même en essayant de cumuler tous les gisements disponibles, on n'arriverait pas à ce 100% ENR. Même en baissant de 50% les consommations énergétiques, tout secteur d'activité confondu, on n'y arrivait pas. Donc, dans cet objectif, en fait, on trouve différentes approches. La première, réduire les consommations d'énergie. La deuxième, multiplier par 2,5 nos propres productions d'énergie renouvelable en essayant d'optimiser tous les gisements disponibles. Et puis, pour aller à la part complémentaire et atteindre le 100% ENR, il nous fallait aller à la... Alors, je n'aime pas le terme de conquête, je préfère le terme de coopération et d'entente avec d'autres territoires pour essayer de soutenir, d'accélérer, d'encourager le développement de projets renouvelables sur le territoire voisin. Alors, ça fait beaucoup rire l'ADEME, vous me direz pourquoi. Et donc, j'en viens là tout simplement parce que quand on a essayé d'imaginer ce projet, on l'a inscrit dans le PCAET en fin 2019 et on était sur une SEM 100% métropolitaine. On était sur un outil d'investissement qui n'était que métropole en Normandie. Et puis depuis, vous l'avez peut-être vu, de grands élus connus nationalement, Édouard Philippe sur le Havre, Nicolas Maillot-Rossignol sur Rouen et Anne Hidalgo sur Paris, ont décidé de créer ensemble une entente à l'échelle de la vallée de Seine. Et il nous est venu l'idée peut-être que c'était peut-être plus cohérent de créer cette société d'économie mixte à cette échelle, donc à l'échelle vallée de Seine. Ensuite, le Grand Paris nous a rejoint dans cette aventure. Donc, nous sommes 4 collectivités. D'ailleurs, je pense qu'on peut avancer sur la diapo. Donc, on est 4 territoires à être impliqués dans cette aventure. Et la Caisse des dépôts aussi est à nos côtés. Hein, ils souhaitent participer au capital de cette société. Et à une petite portion, vraiment une portion symbolique, mais qui me semblait... Lorsqu'on a pris cette décision il y a quelques mois très importante, on a aussi une participation du fonds d'investissement énergie partagée pour donner aussi une possibilité à des citoyens à nos côtés d'investir dans ces projets renouvelables. Donc aujourd'hui, cette SEM, on est un peu entre deux rives puisque les territoires se sont
exprimé, ils ont tous délibéré, ils ont mis de côté les capitaux pour investir. On attend juste l'assemblée constitutive. Et pour faire cette assemblée constitutive, il faut ensemble qu'on valide la grille d'investissement. Donc c'est un travail extrêmement minutieux. On travaille évidemment sur un portefeuille de projet. Et avant de se précipiter, il faut qu'on aille voir aussi sur le terrain s'il y a de l'acceptabilité avant de valider une grille d'investissement qui serait complètement stratosphérique et qui risquerait d'être rejetée tôt ou tard. Voilà. Donc on espère pouvoir créer cette société d'économie mixte en septembre-octobre, si tout va bien, s'il n'y a pas de blocage. Peut-être que c'est optimiste, en tout cas j'espère rester optimiste. Et on est aujourd'hui déjà sur un portefeuille de projets de 25 projets. Et on a volontairement mis dans les statuts de cette société d'économie mixte aucune barrière. Toutes les énergies sont les bienvenues. L'éolien, le solaire, la méthanisation, le bois énergique et évidemment l'hydrogène, puisqu'on est toutes collectivités en train de s'engager dans le développement de projets d'hydrogène. Donc il est tout à fait évident que cette société aura vocation à investir dans les sociétés de projets aux côtés de partenaires privés pour faire émerger des projets sur le territoire. Vous aviez. Merci beaucoup. Alors, oui, je suis désolé, je prends le micro, je ne sais pas ce qui se passe avec l'autre. Alors, oui, je suis désolé, peut-être que j'aurais dû aussi afficher cette slide-là. Effectivement, alors il est 11h29. Maintenant, on peut, si vous pouvez rester encore quelques minutes, effectivement, ouvrir un peu, puis notamment peut-être revenir notamment à cette discussion saine, pas saine. Et puis, si vous avez des questions pour l'ensemble de nos intervenants. J'essaie de quand même refaire marcher l'autre. Présentation, Edouard Serruy de Morbihan Énergie. J'avais une question sur la partie écosystème au niveau de Rouen Métropole. Je me posais, alors j'ai fait un petit peu partie de votre présentation, mais je me posais la question si la collectivité était impliquée, et si oui, de quelle manière, dans le volet infrastructure de distribution pour les bus qui vont être acquis. Alors effectivement, on a une configuration un peu particulière. Sur la métropole de Rouen, nous n'avons pas la coopération possible des syndicats d'énergie, puisque nous sommes nous-mêmes autorités organisatrices de la distribution d'énergie. C'est un choix qui a été fait en 2015 lors de la création de la métropole. Donc on a une configuration particulière et on a intégré ce volet, puisque comme je le disais, donc on va devoir alimenter nos bus en hydrogène vert, donc ça veut dire implanter un électrolyseur de 2 MW, c'est quand même une certaine puissance. Et donc on est en train de travailler avec Enedis, puisqu'on vient de re-signer un contrat de concession pour 20 ans, là, il est tout prêt, il a été signé il y a quelques semaines, et donc on est déjà en train de travailler avec eux pour être certain de pouvoir assurer l'alimentation convenable de l'électrolyseur. Voilà. Donc on a, c'est vrai, une configuration un peu particulière. On est nous-mêmes à ODE, ce qui fait que les syndicats peuvent être de vrais grands soutiens. Je voyais l'intervention du CIDEF qui est extrêmement intéressante. Chez nous, on n'a pas cette capacité, donc ça veut dire qu'on doit aussi, en interne, se doter des ressources techniques pour pouvoir faire ce travail. Y a-t-il une autre question? Moi, je vais apporter un témoignage. J'ai beaucoup aimé votre remarque quand vous avez invité, que vous aviez répondu plutôt à l'appel à projet ADEME. Moi, c'est une question que je me suis beaucoup posée dans ma vie précédente et dans mes fonctions précédentes. Et en fait, le témoignage que je voudrais apporter, c'est, je pense, que maintenant, effectivement, il faut plutôt poser un projet construit parce que le cadre est à peu près défini. Mais il y a 4 ou 5 ans, quand on a fait les premiers projets, on partait un peu à l'aventure, on était quand même bien content d'avoir une enveloppe ADEME, quand bien même on ne savait pas forcément ce qu'on allait en faire. On avait raconté les trucs, mais on ne savait pas comment ça serait pour vrai, parce que tout ça a été déprécié. Et finalement, dans un marché émergent, avoir des aides, a priori, ça aide quand même à se dire, on ne part pas à l'aventure tout seul, mais effectivement, quand le marché se structure, aujourd'hui, je suis d'accord avec vous, j'aurais tendance à dire, peut-être mieux construire le projet, parce qu'il y a quand même des retours d'expérience, il y a un cadre un peu plus défini, et une fois qu'il est construit, déposer un dossier béton, pas béton, un dossier costaud. Oui, je pense aussi qu'effectivement, ce n'est pas une erreur au sens où il y a des temps d'évolution. Et nous, en amont de Vigo,
on avait aussi déposé un dossier écosystème comme toi, mais nous qui étions sur un écosystème poids lourd, et c'est vrai qu'à l'époque, l'aspect poids lourd camion n'était pas du tout encore dans le scope de l'ADEME, qui pensait beaucoup au bus, mais sur l'aspect poids lourd, comme on n'avait pas perspective, ce n'était pas aussi visible qu'aujourd'hui, vous voyez, le rétrofit, camion, l'évolution poids lourd. Donc effectivement, c'était nous fait retoquer sur cet écosystème, parce qu'on était plus sur bus et ben, mais on était aussi parti, tu vois, sur cette petite bête-là. Et finalement, le fait que la dise, non, en fait, là, poids lourd, c'est pas assez, nature assez avancée, on a bâti Vigo, et maintenant, on a ce sens-là, on a un sens global dont je parlais tout à l'heure, et on redéposera justement l'écosystème. Maintenant, ce que nous a dit l'ADEME, c'est redéposer-le quand il est prêt. Donc, c'est vrai que c'est l'évolution, c'est pour ça qu'on n'a pas encore redéposé sur le panneau. En plus, il y a eu le Covid, tout ça. Donc, on refait le tour des partenaires, on a mis des chartes hydrogène avec les partenaires, mais ça, c'est une vraie. C'est vrai qu'effectivement, ce qui est intéressant, je le redis, c'est de se dire, oui, là, on est bien parti dans le bon sens. Et puis, je voulais reprendre, avant qu'effectivement, le puisse passer la parole à Miguel, puisque c'est lui qui a entendu sur l'écosystème. Sur l'aspect SEM, pas SEM, vous voyez bien dans nos propos, la différence aussi qu'il y a, c'est que quand on a une SEM, ça veut dire, tu l'as très bien dit, il y a une feuille d'investissement à avoir. Donc là, on part sur un PPI lourd. Donc c'est ça aussi le fait qu'il doit amener vers le système ou pas. C'est que pour moi, à un moment donné, tu as eu la SEM Ouest Énergie, donc elle a été créée en 2014. C'est parce que c'est pareil, les élus se sont dit on va créer une SEM pour développer les énergies. Puis aujourd'hui, eh ben, le président il a dit bon, la SEM, c'est gentil, mais moi je me retrouve à inaugurer justement des parcs photovoltaïques en Normandie, enfin Gabon. Est-ce que c'est le sens, est-ce que ça a du sens pour un département comme la Manche de porter ce genre de projet, enfin, vis-à-vis, vous voyez, vous avez du stress. Et donc, il a dit, bon, bah, on recentre sur la Manche, vous voyez, ça perd tout son sens. Et pour moi, effectivement, une SEM peut être effectivement un formidable levier à un moment donné pour enclencher, quand on a de la capacité d'investissement et la possibilité de une collectivité de mobiliser, parce que là, de toute façon, on part forcément, à mon avis, en dessous de 5 millions, c'est donc la peine de jouer. Donc, on part nécessairement là-dessus. Pour vous donner une idée, quand je dis 5 millions, le département de la Manche, 5800 km de route départementale, gros réseau. Notre budget de route, c'est 10 millions. Donc, vous voyez, quand je vous dis 5 millions, ce n'est pas léger en termes d'investissement en collectivité. Et pour moi, dans le développement d'une filière, à un moment donné, la SEM, ça peut être qu'une étape. Parce qu'après, on va devoir, si on veut avoir une montée en puissance, on va atteindre des niveaux d'investissement qui sont effectivement colossaux. Et là, dans le fonctionnement dont tu parlais, effectivement, il y a plein de collectivités. Vous êtes sur tout l'axe Seine. Eh bien, la difficulté pour moi d'une SEM, c'est qu'à un moment donné, il y a une collectivité qui va dire ah, c'est bien, mais là, moi, c'est un peu loin de mon territoire. Et puis, j'ai du mal à justifier dans mon assemblée délibérante que je vais mettre des millions à Rouen, alors que moi, je suis à le bout de l'axe. Et c'est en ça que la société de projet, pour moi, a plus de souplesse, parce qu'elle permet à la collectivité qui est un peu loin, à un moment de dire, bah, écoutez, moi, j'ai joué à ce niveau-là dans le projet, et aujourd'hui, j'y vais plus. Et quand elle dit ça, eh bien, ça permet aussi à la collectivité qui est plus concernée sur son territoire, elle, de continuer à travailler. Alors que sinon, elle est bloquée par le fonctionnement général de la SEM. Vous voyez, c'est une liberté des deux côtés pour baisser un peu la voilure d'investissement sur certains territoires moins concernés et permettre à ceux qui sont à fond et qui ont d'autres capacités de continuer à avancer. C'est un petit peu la même chose que je fais, mais voilà, c'est effectivement, comme tu l'as bien dit, à un moment, dans un projet, puis comme l'a bien dit le CILEB, il faut enclencher, il faut y aller. Et moi, je serais prête à avoir la capacité d'investissement dans la bonne forme. Je vais juste dire un mot, effectivement, parce que sur votre remarque, en fait, les choses évoluent très vite. On a déposé ce dossier en urgence, il fallait absolument y aller. Et puis on s'est dit, voilà, s'il n'y a pas d'autres opportunités derrière, on va se retrouver sans capacité de faire évoluer vers l'hydrogène notre flotte de bus. Mais en fait, les choses ont beaucoup changé. Au départ, on s'était positionné, on avait annoncé dans la candidature 11 bus, finalement, ça sera 14. On avait envisagé un électrolyseur d'1 gigawatt, finalement, on s'est rendu compte que ça n'allait pas et ça allait faire.
sous-estimait aussi les besoins en production journalière d'hydrogène. Donc, on a revu ça à la hausse. On n'avait pas encore totalement étudié la centrale solaire qui va injecter dans le réseau l'équivalent nécessaire à faire tourner l'électrolyseur. Donc, maintenant, on a une visibilité un peu plus claire des choses. On n'avait pas non plus anticipé du tout, et pourtant, on est collectivité, donc la loi des appels d'offres s'impose. On n'avait pas anticipé le calendrier nécessaire pour de faire l'acquisition de la première station de recharge. Donc voilà, il y a plein de choses qu'on n'avait pas anticipées parce qu'on a agi dans l'urgence. On aurait eu 6 mois de plus, on aurait gardé au chaud notre dossier dans le tiroir en disant à la prochaine opportunité, on dépose. Je pense que ça nous aurait bien facilité la vie, et aussi à tous les partenaires qui sont autour de nous. Je pense à Valorem, je pense à Transdev qui exploite le réseau de transport en commun chez nous, etc. Donc, pour moi, c'était extrêmement important. Et puis, je reviendrai juste une seconde sur ce que tu viens de dire par rapport à la STEM, qui a été aussi une de nos volontés. Alors, la STEM, chez nous, elle va avoir en phase initiale un capital de 8 millions. Effectivement, c'est un bel outil, c'est un beau bébé. On a voulu aussi investir dans une STEM parce qu'on est quand même en Normandie, sur un territoire de croisade. Le développement des renouvelables en Normandie, c'est compliqué. Il se passe des choses formidables dans notre pays, mais chez nous, ça reste un sujet compliqué. Et donc, pour pouvoir faire en sorte d'accélérer le développement des projets et pas avoir à chaque fois 8, 10, 12 ans pour développer une centrale solaire ou un parc éolien, il faut co-développer. Il faut que les collectivités puissent avoir un rôle très particulier avec leurs communes, avec leurs habitants, dans le développement aux côtés des partenaires privés. Et je pense que si on fait ça, on perd un peu de temps au début, on va gagner beaucoup plus. J'ai essayé de pas trop les partenaires. Pour essayer de ne pas en perdre plus tard. Voilà. Tu sais que votre STEM investit dans les SPV, en fait. Donc, il y a les deux. Oui, tout à fait. Et comme tu le disais, ça peut être à 50%, ça peut être à 1%, ça peut être selon les négociations avec le porteur de projet privé qui, lui... Et d'ailleurs, on a déjà des projets qui sont dans les tuyaux sur le territoire. Et on a dit, bah, c'est pas grave, les gars, s'ils poursuivent leur chemin, la STEM n'est pas prête, c'est pas grave. Les développeurs qui vont continuer à développer leur projet tout seuls, et c'est très bien. Bruno de la DEM peut intervenir et peut-être nous donner des précisions pour la suite de l'appel à problème. Il y a des choses que je peux dire au conditionnel, mais voilà, je pense que la visibilité, enfin on sent que la visibilité, la stabilité, la pérennité en fait, du soutien public, c'est très important. Et au-delà du principe des appels à projets, c'est aussi les conditions des appels à projets. Et c'est vrai que enfin, nous, c'est aussi ce qu'on appelle de nos voeux aussi dans le dialogue avec l'État sur la stratégie nationale d'hydrogène, sur la pérennité des appels à projets. Là, on est en mesure de dire qu'on travaille à la relance de l'appel à projet écosystème pour cet automne. Voilà, avec une clôture sur la première partie de 2023. Et on pense que l'appel à projet écosystème sera prolongé ensuite, enfin, voilà, dans les discussions avec les ministères de la SGPI. Il y a un intérêt sur cet appel à projet, sa reconduction, mais voilà, après, il faut les moyens qui vont en face. Donc, c'est la planification écologique et des moyens attribués qui sont importants. Bon, voilà, pour l'instant, en tout cas, une édition sur laquelle on travaille qui est importante. Je rejoins vraiment vos propos, Tino, sur le fait de ne pas se précipiter à déposer. Donc voilà, on n'a pas de visibilité sur les appels à projets suivants, mais c'est vraiment important parce que, alors même si on ne regrette pas du tout d'avoir sélectionné votre projet, même s'il a bougé après, mais d'avoir des projets construits, réfléchis, mûris. C'est pour ça qu'on a rénové un petit peu aussi notre soutien aux études amont sur les diagnostics, sur un territoire, de bien identifier les usages, la pertinence ou pas de l'hydrogène. On parle usage mobilité ici, mais vous avez cité les usages industriels aussi. Les territoires sont différents et il s'agit d'explorer un petit peu aussi des synergies avec les autres actes de développement de l'hydrogène. Donc ça, c'est cette phase d'étude, diagnostic, étude de faisabilité, elle est vraiment importante en amont de dépôt et on a des moyens pour le financement, le co-financement des études, et ça on y tient. J'avais une question un petit peu, jusqu'à présent, on est peu prescriptif en fait dans nos appels à projets. Côté ADEME, on ne dit pas faut monter comme ci, faut monter comme ça. Les partenariats, ça doit être comme ci, ça doit être comme ça. On laisse, parce on laisse les acteurs le définir au mieux parce qu'il y a une diversité en fait.
Est-ce que là-dessus, est-ce qu'on doit continuer là-dessus comme ça? On est prescriptif par contre sur un taux d'usage, 50% d'usage certifié, etc. Sur un calendrier aussi un peu resserré quand même sur la décision d'investissement derrière la décision. Mais est-ce qu'on doit être plus prescriptif, ou orienter un peu plus les montages juridiques? C'est un peu une question ouverte que je lance. Alors, je vais répondre, puis après, je te donnerai certainement la parole aussi, mais le concernant, je pense qu'il faut pas fermer, il ne faut pas resserrer. Je pense que dans les territoires, il n'y a pas deux cas de figure identiques. En matière de transition, les copier-coller n'existe pas. Tous les cas de figure sont différents. Est-ce que le projet vient d'un partenaire privé? Est-ce qu'il vient d'une collectivité? Est-ce que c'est un projet de massification ou est-ce que c'est un projet d'expérimentation? Et je pense que voilà, le fait de nous laisser un cadre assez large, juridiquement parlant, hein, nous permet aussi d'avoir un exercice plus simple que si vous resserrez, je pense que certains projets ne pourront pas se présenter. Voilà. Donc, concernant, je pense qu'il ne faut pas recadrer davantage. Deux choses sur l'appel à projet, ce qui a changé aussi, Luc, dans le travail entre les territoires et l'ADEME, c'est que c'est vrai que sur la première vague d'appel à projet, on était, de la part des territoires, on se disait, bon, ben voilà, c'est une nouvelle enveloppe de l'ADEME sur laquelle il faut effectivement cranter vite parce qu'on ne sait pas si elle va revenir. Enfin, aujourd'hui, on n'est plus du tout là-dessus sur les projets hydrogène parce qu'effectivement, on a cette co-construction ensemble. Enfin, c'est rencontré avec notre délégation régionale sur le projet, sur les tiers communs, je crois bien, on en a parlé, on s'est dit ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Et donc, je pense que maintenant, il y a une confiance. Et quand tu dis qu'effectivement, il va y avoir une nouvelle vague d'appel à projet, c'est vrai que autant du côté ADEME, on se dit effectivement, il faut bien que l'État entende qu'il y a encore besoin d'une enveloppe là-dessus et qu'il faut à nouveau mettre de l'argent sur la table. Mais ça, c'est plus une préoccupation qu'on a côté ADEME. Mais du côté des territoires, il y a cette confiance dans l'ADEME pour être maintenant justement aux côtés des territoires, à chaque fois, pour voir comment on avance, comment on met les choses en place, et puis vous faire part de besoins en disant, là, sur tel appel à projet, peut-être que le soutien sur l'achat de véhicules, il faut peut-être l'augmenter, puis ça, on peut le diminuer. Enfin, ce jeu-là est intéressant, et je pense que c'est quelque chose qui côté CA, c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse valeur aussi auprès du gouvernement, c'est qu'il y a un travail de coopération pour monter une filière avec l'ADEME là-dessus, entre les territoires, qui va au-delà de l'aspect financement. Donc ça, c'est un point important. Et sur ta question sur le montage, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est que l'ADEME demande dans ses réponses à l'appel à projet, d'interroger la collectivité en disant le montage que vous allez choisir pour développer le projet, est-ce qu'il est toujours, comment il va évoluer à l'occasion de la montée en puissance du projet? Parce que ça, c'est une question intéressante. On se dit, à un moment donné, on va partir avec effectivement une SEM, etc. Et puis poser la question au porteur de projet, est-ce que le modèle économique que vous choisissez permet de bien accompagner la montée en puissance? Ça, c'est intéressant. Parce que ça permet au niveau des collectivités de réfléchir. Et là, par exemple, sur ton cas, sur Rouen, vous avez donc, financièrement les reins assez solides pour, dans le temps, maintenir cette feuille de route. Vous pouvez avoir avec vous d'autres partenaires collectivités qui peuvent moins se projeter sur la montée en puissance. Et le fait que l'ADEME pose la question, la SEM là, que vous choisissez aujourd'hui ou autre chose, hein, mais c'est ce que le projet que vous choisissez, dans la montée en puissance de votre projet, est-ce qu'elle tient encore ou est-ce que vous envisagez d'évoluer au cours du temps? Ça me paraît ça plus intéressant, hein, et de permettre à un porteur de projet de vous dire, moi au début je vais partir sous forme de marché pour les 2 premières années, puis après j'envisage, quand je vais commencer à distribuer, de changer le montage. Je pense que ça c'est mieux parce que ça amène la réflexion et ça peut aussi, et ça par contre en prescription, je pense que ce qui serait bien c'est qu'on ait un accompagnement sur la partie études, qu'on puisse avoir un accompagnement spécifique juridique. Parce qu'en fait, ça, c'est quelque chose qui manque dans les collectivités. Tout le monde a des services juridiques, mais on va dire des services juridiques classiques un peu. Et de pouvoir se dire qu'on a un montant d'aide sur des parties études dédiées vraiment au montage, avec avocats, etc., ça devient nécessaire. C'est ce que je retiens de nos échanges, c'est qu'on voit bien le côté technique, la volonté, tout est là, mais
n'est pas outillé pour aller vers cette finesse de montage. Comme je vous l'ai dit, on brutalise un peu nos services déjà quand on demande du dialogue compétitif ou de la négociation, etc. Et ça, c'est à faire valoir, parce que c'est la pérennité des écosystèmes qu'on développe aussi sur le territoire. Moi, je trouverais ça vraiment dommageable, vu l'effort qu'on pourrait déployer par les collectivités, qu'à un moment donné, bien, du fait du statut public et puis des difficultés juridiques, et bien, le système s'effondre. On peut peut-être mentionner la Direction générale du Trésor, un service qui s'appelle FinInfra, qui peut accompagner aussi les collectivités dans l'ingénierie financière, le montage. Alors, ils ont commencé à s'intéresser à l'hydrogène, mais ils ont l'habitude sur d'autres types de montage juridique et financier. On pourra aussi partager les informations, les coordonnées sur ce service de la Direction générale du Trésor. Alors, on va peut-être terminer. Juste, peut-être, Charles-Antoine ou François, si vous vouliez juste dire un mot, et après on va s'en arrêter là. On pourrait encore échanger pendant un certain temps. Mais... Non, pour ma part, FNCCR, je trouve que les débats étaient très, très enrichissants. Je voudrais simplement citer un point. Je pense qu'il faut qu'on n'oublie pas la mobilité ferroviaire non plus dans le discours. On a certains territoires qui s'engagent également dans le ferroviaire sur l'hydrogène avec Alstom. Et puis la mobilité douce, ça a été dit aussi par Madame Valérie Nouvelle tout à l'heure, avec les vélos. Je pense qu'il y a aussi tous ces aspects-là de la mobilité à voir dans le scope. Et puis un dernier point peut-être sur la formation et l'acculturation. Je reviens sur les propos initiaux de refaire un guide avec France Hydrogène et de voir peut-être mettre en place des formations pour les élus et les services. Ça me semble aussi être intéressant de dynamiser ce point-là. Voilà, merci à tous en tout cas pour ces échanges très, très riches et ces retours d'expérience. Antoine, effectivement, en tout cas, on va vraiment y travailler à l'actualisation de ce guide pour le début de l'année prochaine. François? Oui, je partage l'avis, les échanges étaient très constructifs. Alors on voit bien qu'il n'y a pas un seul montage possible, que chaque territoire est différent mais malgré tout, effectivement, je pense qu'on a besoin d'accompagnement sur ces montages juridiques. Il faut les envisager très tôt, très en amont du projet, c'est structurant parce qu'on voit bien là, combien on peut se lancer dans la mauvaise voie. Il y a vraiment le montage technique et le montage juridique. Aujourd'hui, au quotidien, là, dans l'action, on passe autant, peut-être même plus de temps à structurer le projet juridiquement que d'un point de vue technique. Je parle là de notre engagement parce que voilà, il y a des conventions dans tous les sens, il faut faire tout un montage et vraiment ne pas négliger ce volet juridique. Et puis alors peut-être une précision, je ne sais pas si ça a bien été perçu. Donc c'est bien le CIDEF qui porte le déploiement de l'hydrogène. Au départ, il était envisagé que ce soit notre SEM Vendée-Énergie, ce qui n'a pas été fait tout simplement pour des questions de maturité technique et de maturité financière. La SEM ne pouvant pas trop étendre non plus son action sur des domaines comme l'hydrogène qui sont très loin d'être rentables. Je voudrais aussi préciser, c'est que dans le sein de France Hydrogène, nous avons un groupe de travail territoire qui réunit les collectivités territoriales membres de l'association. Et à la rentrée, on va proposer justement aussi, en complément des réunions un peu plénières, d'échanges, aussi, on souhaite mettre en place un comité des collectivités utilisatrices pour justement celles qui ont déjà vraiment commencé à utiliser des équipements, aussi pouvoir amplifier, continuer les échanges sur ces aspects effectivement de la mécanique quotidienne pour faire fonctionner ces écosystèmes. Vous me permettez, juste avant qu'on se quitte, je voudrais juste remercier sincèrement encore une fois à la fois l'ADEME, le soutien énorme qu'elle apporte à l'ADEME nationale, l'ADEME régionale aussi. Nous, on a une direction régionale en Normandie qui est exceptionnelle, le soutien qui est apporté à toutes nos démarches de transition et puis aussi à la Caisse des dépôts qui a un rôle de plus en plus important dans tous ces projets. Donc voilà, merci aux uns et aux autres parce que sans vous, on aurait quand même beaucoup de mal à faire sortir tous ces beaux projets. Merci, bien merci à toutes les pour votre participation.
Une précision par rapport au support. Donc, on les mettra en ligne sur le site internet de l'événement. Par contre, je ne sais pas exactement dans quel délai. Si vous voulez les avoir plus rapidement, une solution très simple, c'est vous me déposez votre carte de visite ou un papier avec adresse mail. Et à ce moment-là, je pourrais vous envoyer rapidement le support. Voilà, bah, écoutez, bon appétit, puisque c'est bientôt l'heure. Et bonne fin de journée hydrogène dans les territoires. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir. Merci à vous deux. Merci Yann-Éric. Foncier, oui, porté par les collectivités. Il faut le temps de le poser.